Bonjour et bienvenue dans cette 6e émission d'À Travers Champs. On est toujours en direct depuis le studio du Siècle Vert sur le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture et je suis toujours aussi bien accompagné puisque je suis avec vous Camille Garcette. C'est gentil, ça, merci Lucas Pierre. Au programme aujourd'hui, les sœurs toulousaines AOM qui font un carton en ce moment avec leur titre 1000 couronnes. Il est diffusé sur toutes les radios, elles seront avec nous à 11h30. Elles seront également là pour un live, donc restez bien avec nous. Et puis le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, sera aussi avec nous. Ça, ce sera à 11h. Il sera là pour répondre aux questions de Yanis Darras. Et Camille, comme depuis samedi, producteurs et productrices viendront sur notre plateau donc pour présenter leurs produits. Aujourd'hui, 2 nouvelles régions, une fois de plus, sont mises à l'honneur. Et la première, vous la connaissez bien, Lucas Pierre, puisque vous êtes originaire de là-bas, c'est la Réunion. Donc on va découvrir pas mal de saveurs exotiques. Et la deuxième, c'est celle dont je suis originaire. Non, pas du tout. C'est le centre Val de Loire. Non, le Pays de la Loire, pardon, excusez-moi. Et ça sera promet un voyage très différent en saveurs, mais qui reste d'être très intéressant. Et dans quelques minutes, Guillaume Charpin sera avec nous ici sur le plateau. Et il sera accompagné d'une petite boule de poil super mignonne. Oui, Guillaume qui vient avec un cochon d'Inde. Vous savez, c'est une petite bête qui couine tout le temps, qui ne sert pas à grand chose, mais qui est très mignonne. Tout de suite. Ce sera dans quelques minutes, ça, donc restez avec nous. Alban Gamay de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Tess Aïbar seront également en direct avec nous tout au long de l'émission pour vous présenter des produits des régions dont on parle aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir également sur Twitter avec le hashtag Siècle Vert. À Travers Champs, 6e édition, ça commence tout de suite. Et avant de commencer cette émission, non en fait on a déjà commencé, mais avant tout ça, Camille Garcette. Un petit rappel peut-être. Voilà, un petit rappel de ce qui s'est passé hier avec Manon Blangis. Exactement. Bonjour, on arrive. bonjour Ah pardon. Attention, je crois on se dit bonjour tout Bah, d'abord. Excusez-moi. Bonjour Manon. Oui, donc je disais donc hier, mercredi 27 février, on arrivait à la moitié du salon déjà, et donc justement on est un peu sur une pente descendante, n'est-ce pas? Manon Blangis, rappelez-nous un peu ce qui s'est passé hier en cette 5e journée de salon, s'il vous plaît. Voilà, alors hier c'était le concours de la race Aubrac pour les bovins et c'est Jocon pour les mâles qui vient de Chaude-Haye qui remporte le prix et chez les femelles c'est Indienne de Pierrefort. Alors la race Aubrac qui vient d'ailleurs du Massif Central, voilà. Bon, il n'y a pas eu que ce concours pour les bovins, mais il faut quand même aussi revenir sur le concours général agricole qui s'est achevé mardi. En fait, c'est le concours qui récompense les produits et vins agricoles. En tout, il y avait 8100 jurés pour juger 6372 produits et 16 050 vins. Donc c'est assez énorme. Il y a du monde, hein. Voilà, exactement. Et pour continuer avec les chiffres, par exemple, 36 vins de Gaillac ont été récompensés ou encore 84 médailles ont été décernées à des produits d'outre-mer. Et au niveau personnalité, vous l'avez écrit, mais je l'avais vu passer, Olivier Faure est venu hier. Exactement, le premier secrétaire du PS a rencontré notamment les syndicats agricoles et il a appelé à réinventer la politique agricole commune hier. Il a insisté sur l'importance en fait d'accompagner les agriculteurs pour la transition vers une agriculture durable et de qualité. Benoît Hamon, président de son mouvement Génération, se baladait également dans les allées hier du salon et lui, quant à lui, il a appelé le gouvernement à nous sortir de cette construction des prix qui donne le maximum des marges à la grande distribution et le minimum des bénéfices pour les agriculteurs. En tout cas, en visitant le stand de l'ONG pour une autre PAC, son message était assez clair. Merci. Bah, écoutez, merci Manon Merci Blangis. Manon Blangis. Encore une fois, c'est clair, net et précis, c'est génial. Comme d'habitude, c'est du bon travail. Merci beaucoup Manon Blangis, on vous retrouve un peu plus tard dans À Travers Champs. Guillaume Charpin, comme je vous le disais tout à l'heure, est avec nous sur le plateau. Il est bien accompagné puisqu'il est avec Camille Garcette et un cochon d'Inde. Écoutez, je pense qu'il est mieux accompagné par le cochon d'Inde que par moi, mais c'est très gentil à vous. Alors, on va faire quelque chose d'assez compliqué. On va devoir faire un passage de main à main. Et oui, ça va être très compliqué ça Camille, je pense. Ah oui, ok. Parce qu'en plus, je sais qu'hier, avec le coq, vous aviez été très déçus parce que vous n'avez pas pu le porter. C'est vrai que c'était Et je sais que pendant toute cette chronique hier, vous étiez vraiment, enfin je voyais que vous regardiez le coq et vous étiez très déçus de ne pas avoir pu le prendre parce que Jean-Claude Periquet était avec nous et c'est lui qui le portait, donc ça y est. J'étais un peu jaloux, c'est vrai. Voilà, alors, je sais qu'en attention. plus vous en avez eu des cochons d'Inde dans votre vie. Camille Garcette, c'est votre moment de gloire. C'est le passage dangereux quand même. Bravo, incroyable. Il l'a pris, c'était tellement très bien incroyable. exécuté en tout cas, C'est bravo. une réception totalement maîtrisée. Et puis on sent qu'il est serein avec vous. On sent que vous avez de l'expérience avec ces animaux-là. Oui, tout à fait. Ah bah justement, si vous avez de l'expérience, je vais vous poser quelques questions pour voir votre culture sur les cochons d'Inde. Alors déjà, est-ce que vous savez d'où ça vient, les cochons d'Inde? Alors, j'imagine qu'il y a un Vous allez faire une blague, hein. Vous allez faire une blague. Allez-y, allez-y, tombez les pieds dans le plat, c'est pas grave. Dites-moi qu'il vient pas d'Inde. Alors non, il vient pas d'Inde. Oui. De quel continent à votre avis? Question pour un champion, allez c'est parti.
Amérique du Sud. Eh ben bravo. Merci. C'est exactement ça, bravo. Merci. Il vient de la cordillère des Andes et il a d'abord été élevé pour sa chair, donc en Amérique du Sud. Et très vite, il est devenu un animal de laboratoire et puis l'animal de compagnie qu'on connaît, que vous avez connu, que vous avez eu étant petit. Et cette espèce a été décrite pour la première fois au XVIIIe siècle, il faut le savoir, c'est quand même une espèce qui dure depuis très longtemps, en 1758 par un naturaliste assez connu, il était suédois, il s'appelait Carl von Linné. Mais à votre avis, Camille, d'où vient le nom du cochon d'Inde? Par celui qui l'a découvert ou... Ah non, c'était bien tenté, mais alors franchement je ne sais pas. Tout simplement déjà parce que son cri, vous avez pu l'entendre, je pense assez souvent, Oui. son cri ressemble assez au cri du cochon. C'est vrai. Et surtout, en plus, les conquistadors espagnols qui sont venus coloniser l'Amérique du Sud à cette époque-là, s'étaient trompés de continent. Ils étaient persuadés d'être arrivés aux Indes, et donc forcément l'Amérique du Sud à cette époque s'appelait les Indes. Et alors cette année, ils sont présents en salon, ils sont plusieurs dizaines dans ce hall 4, vous pouvez aller les voir, ils sont pas très loin de nous, là, à quelques dizaines de mètres. Et c'est grâce à Jean-Claude Périquet, qui était sur notre plateau hier, Avec le coq. qui était le président de la Fédération française de volaille. Alors on peut se dire, volaille, cochon d'Inde, pourquoi ils sont ensemble? Bah, en fait, ils sont ensemble tous les ans au salon, depuis plusieurs décennies maintenant. Donc ils viennent avec, comme on a vu, les pigeons, les coqs, les poules, mais il y a aussi des cochons d'Inde. Et donc cette année, comme je vous disais, ils sont quelques dizaines, vous pouvez les admirer. Et une autre question, Camille, je sens que vous êtes très calé sur le cochon d'Inde. Est-ce que vous saviez qu'en France, on lui donnait plusieurs noms? Est-ce que un autre nom que cochon d'Inde? Vous avez une idée peut-être de comment on aurait pu l'appeler dans d'autres régions de notre beau pays? Non, pas comme ça. L'hamster, j'imagine que c'est différent. Donc Ouais, un hamster, c'est une race différente. J'ai oublié de le préciser d'ailleurs, notre petit animal, qui est une femelle ici, vient de la famille des Cavidae. Et en fait, elle a un petit prénom déjà ou pas? Elle n'a pas de prénom. Elle a pas de prénom. Non, ça, Jean-Claude Périquet nous l'avait bien expliqué hier. Ils ne donnent pas de prénom à leurs animaux. Ils préfèrent les chérir, mais sans forcément s'attacher à eux par quelque chose comme le prénom. Et comme je vous disais, donc, en France, on ne l'appelle pas forcément uniquement cochon d'Inde. On l'appelle aussi gouri dans l'Isère, en Savoie ou dans la Marne. Gouri, c'est assez étonnant. C'est vrai, ça ne me dit rien du tout. Bah, après, ça fait partie aussi des dialectes de certaines régions où on les a surnommés, ou généralement, c'était des petits surnoms qu'on lui donnait. Par exemple, en Normandie ou en Picardie, on l'appelle Kawick. Qui vient du dialecte picard, ou port marin, parce que forcément les Normands, ils voient de l'eau, ils voient un cochon, ils disent port marin. Dans le Limousin, c'est un nom assez rigolo, ils l'appellent Gouigoui. Ah bah si là, tout de suite, c'est beaucoup plus représentatif de l'animal. Pour un cochon d'Inde, Gouigoui, ça paraît assez logique. Moi, je trouve ça dans le Limousin, logique. ils l'appellent Gouigoui. Dans la vallée de l'Arve, qui est en Haute-Savoie, ils l'appellent cochon de mer. Tout simplement, un peu comme les Normands qui l'appellent port marin. Vous m'apprenez des choses sur le cochon d'Inde. Eh bah oui, mais c'est pour ça que je suis là, Camille, vous inquiétez pas. Et on l'appelle aussi rat de mer dans une partie de l'Auvergne. Bah, forcément, en même temps, nos amis auvergnats, ils n'ont pas beaucoup de mer, donc dès qu'ils voient quelque chose qui leur fait penser... Qui court comme ça, oh là là, regardez. Forcément, ils aiment bien se raccrocher à ça. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez aller voir nos amis les cochons d'Inde, ou même les poules, les coqs, ils sont dans le hall 4, ils sont juste à côté de nous. Dans le hall 4 du Salon de l'Agriculture. On a vu plein de races différentes. Alors c'est vrai que Jean-Claude Périquet, je pensais pas qu'en tant que président de Fédération française de volaille, allait ramener justement d'autres animaux qui ne sont pas du tout des volailles. Comme il nous l'expliquait hier, vous savez, il y a plusieurs associations dans la Fédération française de volaille qui font de l'élevage avicole, donc l'élevage comme son nom l'indique, donc l'élevage d'animaux à plumes. Je vois Lucas qui rigole là derrière. Et en plus de nos amis à plumes, eh bien, il y a aussi dans ces associations certains éleveurs qui élèvent des cochons d'Inde. Et donc, comme notre petit ami ici présent. Bah alors, ça nous donne l'occasion de pouvoir voir plusieurs animaux comme ça. Exactement. C'est vraiment une belle initiative de la part de François Périquet. Et Lucas Pierre, peut-être que vous voulez le toucher, je ne sais pas. Non, je pense que vous allez surtout le reposer très rapidement. Oui, parce qu'il va pas l'air très serein, le pauvre. Dans les bras de Camille, il a l'air quand même plutôt serein, moi je trouve. Pour l'instant, ça va. Mieux que dans les miens en tout cas. Camille a un capital réconfort quand même, faut le dire. C'est ça, exactement. Merci beaucoup Guillaume Charpin. Je rappelle donc que vous pouvez venir voir les cochons d'Inde si vous le souhaitez dans le hall 4 à quelques mètres de nous, comme l'a dit Guillaume. Merci Guillaume Charpin. Voilà, juste le temps que Camille Garcette redépose le cochon d'Inde dans sa boîte. Il va arriver, il sera avec moi dans quelques instants. Et dans quelques instants, justement, nous aborderons donc la première région du jour qui est la Réunion, Camille, voilà, l'île de la Réunion. Et ce sera donc avec Bastien Cochet qui viendra, lui, qui recevra Sabine Dijoux, qui est agricultrice de piments et de confitures. Donc tout ça, c'est dans quelques instants. Restez avec nous. Tout
toujours en direct depuis le studio du Siècle Vert au pavillon 4 du Salon de l'Agriculture avec Camille Garcette et vous pouvez évidemment réagir sur nos réseaux sociaux. Oui, avec le hashtag Siècle Vert. Le mieux c'est de tweeter, comme ça on voit vos tweets directement. Et comme ça on peut y répondre aussi. Nous sommes donc partis pour présenter l'île de la Réunion avec Manon Blangis. Ouais, alors là on quitte le continent. On va un peu 11 000 danser. kilomètres, 11 000 km ouais, de la Réunion, ouais. Ça fait quand même un bout de chemin. Donc là on part vraiment au soleil danser sur du Sega, n'est-ce pas? Donc Manon Blangis, présentez-nous un petit peu s'il vous plaît cette région. Eh bien, la Réunion, région ou plutôt département d'outre-mer français, est une île donc, qui se trouve dans l'océan Indien et fait partie de l'archipel des Mascareignes. Alors attention, elle ne s'est pas toujours appelée l'île de la Réunion. Lucas, est-ce que vous savez du coup, vous qui êtes de là-bas, comment elle s'appelait avant? Très bien, parfait. 10 sur 10. Donc quand la France s'empare de l'île en 1638, elle est nommée île Bourbon, donc du nom de la dynastie régnante à l'époque en France. Et au fil des régimes qui se succèdent, le nom oscille un peu entre les deux pour finalement s'arrêter sur l'île de la Réunion qui est quand même beaucoup plus neutre. Donc comme d'habitude, vous nous faites découvrir une personnalité de là-bas. Donc moi je ne connais pas de Réunionnais à part Lucas Pierre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors je ne vais pas parler de Lucas Pierre, mais je vais plutôt parler de l'écrivain Michel Houellebecq, voilà, de son vrai nom, Michel Thomas, qui naît en 1956 à Saint-Pierre. Un auteur qui fait souvent parler de lui à travers beaucoup de polémiques. C'était le cas par exemple en 2015 quand il évoquait dans son livre La place de l'islam en France, juste après les attentats de Charlie Hebdo. En tout cas, il a réussi en 2010 à obtenir un peu le Saint Graal pour les auteurs, le prix Goncourt, pour son livre La carte et le territoire. Mais je dois vous avouer que Michel Houellebecq ne parle quasiment pas, voire pas du tout de la Réunion dans ses œuvres. Donc en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il pense de son île natale. Il faut rappeler quand même que Roland Garros est réunionnais, c'est ça? Ah, très bien. Et Roland Garros qui n'est pas un joueur de tennis, Camille. Non, bien sûr. Voilà, très bien. Donc c'est bien le célèbre aviateur qui est né en 1888 à Saint-Denis. Célèbre pourquoi? Eh bien parce qu'il a réalisé en fait énormément d'exploits, dont son plus grand, la toute première traversée de la mer Méditerranée à bord d'un monoplane. Et ça, c'était en 1913. Mais il a également participé à la première opération aérienne militaire de l'histoire au-dessus du Mexique. Et il obtient en 1911 et 1912 le record du monde d'altitude. Et pour finir, parce qu'en fait, il a énormément d'exploits à son actif, il est également l'inventeur avec Raymond Saulnier de l'avion de chasse en 1915. Voilà. Et il meurt très jeune, durant la Première Guerre mondiale, à seulement 30 ans. Et c'est là qu'arrive la partie tennis. Pour lui rendre hommage, en fait, son ami, le joueur de tennis amateur Émile Le Sieur, qui était à l'époque président du Stade français, souhaite que le stade de la Porte d'Auteuil soit nommé Roland Garros. Depuis, il n'y a pas que le stade évidemment qui porte son nom, mais également par exemple l'aéroport international de la Réunion. À Saint-Denis. Bah, vous voyez qu'il y avait quand même un rapport avec le tennis. Exactement. Merci Manon Blangis. Merci beaucoup Manon Blangis pour ce petit récap sur la Réunion. Et on vient de recevoir sur ce plateau Bastien Cochet, Camille. Oui, Bastien Cochet qui n'est pas venu tout seul et avec quelque chose qui donne l'eau à la bouche encore une fois. Faites-nous découvrir un peu tout ça. Là, je suis excité là. Bonjour Camille, bonjour Lucas et bonjour à Sabine Dijoux. Bonjour à vous. Qui est donc agricultrice à La Réunion et qui fait plus particulièrement du piment et de la confiture. Maintenant, oui. C'est-à-dire que je suis passée à la grande cuisine, à plus doux, les bocaux. Alors vous avez commencé à la base en faisant de la transformation de fruits voilà. et de légumes de saison et en faisant de la confiture et des achats. Alors moi qui ne suis pas du tout de La Réunion, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Les achats? Oui. Les achats, c'est un héritage qu'on a eu de nos grands-parents qui viennent de l'Inde. C'est-à-dire, c'est des légumes ou fruits quand ils sont encore sur la période verte, qu'on transforme avec les épices. Donc c'est cuit rapidement, c'est-à-dire qu'on cuit les épices et après on mélange les légumes ou fruits dans ce mélange d'épices. Soit on le consomme tout de suite et sinon on met en bocaux et on attend un petit peu avant de les consommer. Alors je vais juste vous demander de bien rapprocher le micro pour qu'on vous entende bien, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous nous avez amené sur le plateau? Là, on voit plein de bocaux de plein de couleurs différentes. On a commencé avec le piment, c'est-à-dire donc tout à droite là-bas, tout le à piment. droite, tout à droite, c'est-à-dire on a le piment, c'est un mélange de piment, vert et rouge. On a le piment rouge, on a des achards de citron, des achards de palmiste
et du piment vert. C'est quoi le palmiste? Le palmiste, on utilise le cœur de palmier. Et le palmiste rouge, c'est un palmiste endémique à La Réunion. On ne trouve même pas à Maurice. Et on n'utilise que le cœur pour faire salade, ou on le met dans les caries et tout ça, donc achat compris. Alors, pour les piments, quel type de piment vous utilisez et surtout, quel est le processus pour arriver à ces bocaux? Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire, en général, on consomme du piment frais qu'on prépare tout de suite et pour accompagner les plats. Et puis après, des fois, on a une grosse saison de piment et en hiver, on a beaucoup moins de piment, donc on en profite pour les mettre en bocaux pour qu'on puisse utiliser après en hiver plus facilement. Donc, on écrase le piment, on rajoute du combava si on veut, du gingembre selon les goûts. Alors le combava, il faudrait expliquer ce que c'est aussi. C'est une sorte de citron. C'est un agrume qu'on n'utilise que la peau, pas le zeste. Ben, que le zeste, pas la pulpe, parce que c'est un peu plus amer. Donc on va utiliser que le zeste. Et on assaisonne effectivement aussi bien les salades de fruits, parce que moi j'aime ça dans le sucré. Et on met aussi dans tout ce qui est piment, les achats et tout ça, on peut mettre aussi. Donc ça va agrémenter au niveau du goût. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est le piment le plus fort parmi tous les bocaux qui sont là? Le rouge. Le rouge, juste ici? Le rouge qui est ici. D'accord. On va faire goûter. Oui. Camille Garcette. Camille Garcette va goûter le piment cabri. Mais justement, moi je voulais savoir aussi, je vois qu'il y a écrit pâte, etc. dessus. C'est quelque chose qu'on peut manger en fait sur du pain directement? Ben, c'est ce que moi je fais le matin. Ah oui, le matin. Direct au piment dès le matin. Je pars avec le piment directement le matin. Je vais mettre un peu sur... je fais un petit sandwich, parce qu'on est très salé le matin. Donc je mets un petit peu dans mon sandwich. Moi, je serais vous, je partirais avec un peu moins quand même. Parce que je vous avoue que justement, je suis en train de regarder un peu la texture et ça a l'air très relevé. Donc je sens que je vais regretter. Oui, ramener un mouchoir ou bien... ouais, des mouchoirs pour sécher mes larmes, tout simplement, je pense. Si vous avez du pain et de l'eau aussi pour... Alors attendez, bougez pas. Donc Camille Garcette qui coupe le piment cabri. Le cabri, c'est quoi? Le piment cabri, c'est une variété de piment qui est beaucoup plus parfumé que le piment qu'on trouve couramment sur le marché. Donc, voilà. C'est juste au niveau du goût et du parfum. Ah oui. Ah oui. Première réaction. Alors, comment vous dire? Effectivement, c'est très très bon, mais c'est très très fort. Voilà. Mais non, c'est vraiment très goûtu. Parce que derrière le piment, la sensation de chaud, etc., c'est vrai que le goût est très intéressant. Oui. Et toutes les déclinaisons là m'ont l'air toutes différentes. Alors Camille, attendez, je reprends mon souffle. Oui, non mais justement. Sabine Dijoux tout à l'heure nous disait, avant qu'on revienne à l'antenne, nous disait qu'il fallait absolument que vous goûtiez la confiture de papaye. Donc oui. je pense que vous allez goûter la confiture de papaye. Ça peut calmer aussi ma bouche qui est actuellement. C'est plus doux, j'imagine. Si on veut faire la transition, j'aimerais bien qu'il goûte le plus gros bocal. Avant la confiture, oui. D'accord, donc ça c'est du massalé mangue. C'est du massalé, c'est de la mangue verte que je cuis dans une sauce que j'ai préparée avec la poudre de massalé. D'accord. Et c'est de la mangue verte? C'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins piquant. Et alors, pour enchaîner sur ensuite la confiture, vous avez une technique de cuisson assez spéciale, je crois, pour la confiture. La confiture, je le fais à l'ancienne comme nos grands-parents, c'est-à-dire sans de produits ajoutés. Je prépare les fruits qu'on a cueillis le matin et on fait une première cuisson, on laisse reposer toute la nuit et on fait une deuxième cuisson avant de mettre en bocaux. Excusez-moi Bastien, ouais. C'est excellent. C'est excellent? C'est excellent, c'est incroyable, c'est vraiment excellent. Je pense que je vais garder le pot sous mon manteau. À savoir que ça, vraiment, au moment où on a ouvert le bocal, ça sent extrêmement bon. On a toute l'odeur qui arrive d'un seul coup dans le nez. Et donc, c'est... Oui, allez-y. Donc pour la confiture, c'est vraiment fait traditionnellement, comme le faisiez avant. C'est une entreprise familiale? C'est une entreprise familiale. Il y a mon neveu qui va reprendre le relais. C'est-à-dire que moi, en gros, je suis là pour le lancer. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire toute la gamme de produits après. Donc je le lance là, je lui donne 3 ans de mon temps. Et le temps qu'il apprenne bien tout le savoir-faire et tout ça. Et après, c'est lui qui continuera l'activité. Alors Camille Garcette, qui est notre goûteur aujourd'hui, va maintenant goûter la confiture de papaye. Je me sacrifie vraiment, c'est une torture. Sur les conseils appuyés de Sabine Dijoux, hein, je précise juste. Alors ça sent très bon, nous dit Camille Garcette. Verdict, Camille?
Est-ce que ça adoucit déjà un peu par rapport au piment? Alors attendez, oui, je vais prendre un micro, ça peut être mieux. Oui, c'est vrai que le goût est très fort. Je sais pas, je connais pas la papaye de base, mais là, c'est vrai que la confiture est très bonne, très douce. Et c'est vrai que tout de suite, ça fait du bien, quoi. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit pour le piment. Et on voit aussi, vous nous avez apporté un livre de recettes, oui. C'est ça? C'est le livre que j'ai fait en 2014. Et j'ai repris toutes les recettes, enfin tous les plats qui sortaient le plus au restaurant. Parce que j'ai eu la table d'hôte après restaurant. Donc c'est les plats qui sortaient le plus, les recettes qui étaient le plus demandées. Donc j'ai mis dans un livre et effectivement les gens ils sont fans. Et donc ce livre-là, on peut le retrouver sur votre stand? On peut retrouver sur mon stand. Merci beaucoup Sabine Dijoux d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut vous retrouver précisément? Là, au salon, oui. Sur le hall 5.1, au stand C048. Très bien. Sur le plateau de la Réunion. Bon, bah c'est noté. Merci beaucoup, Sabine Dijoux. Merci à vous. Je passerai. Voilà, bah, on repassera pour manger du massalé. Merci, Bastien Cochet. Dans quelques instants, maintenant, ce sera, on aura Dimitri Alban, voilà, faut pas que j'oublie les noms, Dimitri Alban. Ils sont accompagnés. Et Tess Aïbar, donc ils seront voilà, en direct avec nous. Ils pourront parler un peu de tout ce qui se passe aussi dans le salon. Guillaume Charpin reviendra, lui aussi, avec. Guillaume Charpin reviendra pour une interview sur un produit boisson de la Réunion. Donc il me semble que ça va être du rhum, de l'eau de vie, ce genre de choses. Ça m'étonnerait. Donc tout ça, c'est dans quelques instants. On revient tout de suite. Et on est toujours en direct au sein de l'agriculture, Hall 4, avec Lucas Pierre, le beau, le fameux, le Réunionnais. On le sait depuis le début de l'émission. Et justement, on nous parle toujours de la Réunion et on est avec Guillaume Charpin. Et oui, bonjour messieurs, Lucas. Rebonjour Guillaume. Rebonjour, effectivement, on s'est vu il y a pas très longtemps. Et surtout, bonjour Ludovic Mauffrat. Bonjour. Alors, vous êtes producteur de rhum et aussi d'eau de vie. Et je crois que c'est une affaire de famille chez vous, la distillation. Hein. Oui, enfin, on était distillateur en métropole avant. Après, on s'est installé à La Réunion et donc on fait du rhum, des eaux de vie de fruits sur tous les fruits de La Réunion et des liqueurs et des mistels aussi. D'accord. Et c'est en 2009, je crois, que vous avez commencé à créer votre gamme d'eau de vie et de rhum. Alors, nous avons commencé par les eaux de vie, donc en 2009. Le rhum, c'est assez récent, ça fait que 3 ans qu'on fait du rhum. Du rhum, on fait que de l'agricole. On valorise les cannes bio et les anciennes variétés de cannes. Et alors, dans les eaux de vie que là, vous nous avez apportées, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le produit? Je sais que mes collègues ont eu la chance de pouvoir le goûter. Moi, malheureusement, pas encore. Donc, au niveau de la technique, on travaille tout en naturel. On fait que des fermentations naturelles, des triples distillations. Ça permet de prendre le meilleur des fruits, le maximum d'arômes et de retransmettre tout le soleil de La Réunion à travers les eaux de vie. Et alors, la triple distillation, c'est-à-dire vous en faites 3 de suite pour justement récupérer l'arôme bien précis du fruit à chaque fois? C'est cela. Donc on est sur un système un peu spécifique de distillation pour pouvoir avoir une très grosse concentration aromatique et avoir vraiment toutes les valeurs du fruit, du verre vers le mûr et tous les aspects des fruits tropicaux qui sont assez complexes. C'est vrai que quand on boit de l'eau de vie par exemple, c'est un alcool qui est quand même tellement fort qu'au final le goût peut souvent passer à côté. Et là au final, pour avoir goûté ces eaux de vie, on sent vraiment très très bien le goût du fruit de la passion. Par exemple la bouteille jaune qui est juste ici. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que le goût pour le coup ressort vraiment bien en fait. Et alors sur la puissance aromatique dont vous parliez à l'instant, Lucas, moi j'ai un peu fait mes recherches quand même sur votre stand et j'ai vu que sur cette puissance aromatique vous travaillez avec quelque chose que vous appelez le cœur de chauffe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce cœur de chauffe? Alors le cœur de chauffe, en fin de compte, on prend que le meilleur des alcools. Bon, bien sûr, on enlève toutes les têtes de chauffe qui sont les alcools pas très bons. Et après, on va travailler simplement sur des valeurs entre 85 et 60%. Et on va garder simplement ce titrage d'alcool pour pouvoir retravailler après. Ouais, donc c'est assez fort comme produit. Oui. Forcément, c'est de l'eau de vie, donc ça paraît assez logique. Alors, ça paraît fort comme ça au départ. Donc ça, c'est vraiment le premier, les distillations. Après, on conserve toutes les cœurs de chauffe pendant 1 an en Dame Jeanne, ce qui permet de maturer les eaux de vie. Et après, on va faire une redescente à l'anglo-saxonne avec des eaux distillées pour les mettre justement sur un type de consommation aux alentours de 45%. D'accord, parce que
C'est marrant parce que vous parlez de laisser maturer les eaux de vie. On entend ça souvent avec le vin ou avec différents alcools qu'on laisse maturer en fût de chêne par exemple. Mais avec les eaux de vie, étant donné que c'est très fort, on n'avait pas forcément tendance à penser qu'on laissait maturer pendant 1 an. C'est quand même très long comme période. Je crois que le rhum arrangé, c'est un peu sur le même principe. C'est vraiment laisser maturer le fruit. Ça, c'est une macération. Ouais, c'est un peu différent. C'est un petit peu différent. Donc là, on est vraiment sur une maturation. C'est que l'alcool simple qui reste dans une Dame Jeanne, donc en verre, pour ne pas prendre de coloration. Et ça permet justement aux alcools de se reposer et aux esters aromatiques justement de s'exprimer pleinement. D'accord. Et alors, c'est en 2010 que vous avez commencé à commercialiser vos produits partout à travers la Réunion, et je crois que ça a très très vite pris de l'ampleur. Hein. Oui, donc c'est vrai que le territoire réunionnais, dès qu'on sort des nouveaux produits avec les fruits du terroir, sont toujours très très bien accueillis par la population. Et c'est aussi quelque chose d'un peu différent par rapport au rhum arrangé, très traditionnel. Et ça permet d'avoir des alcools secs sans sucre qui aussi plaisent à une partie de la population. Alors là on voit que vous avez ramené des eaux de vie, donc fruits de la passion et ananas. Vous faites avec quoi d'autre comme fruits? Alors sur les fruits, on fait à peu près une vingtaine d'eaux de vie en tout différentes. Donc on fait de l'ananas, de la mangue, du goyavier, du tangor pour l'agrume, de la carambole, du litchi évidemment, tous les fruits qui sont emblématiques de la Réunion. Bien sûr sont ici, et puis après on fait des essais aussi sur de la baie de caféier, mais on peut faire aussi des agaves, de la patate douce, enfin on fait énormément de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc c'est la richesse de la nature de la Réunion qui vous permet d'avoir dans votre gamme Sublime une richesse au niveau des fruits, quelque part. C'est vrai que la Réunion est une terre d'exception parce qu'il y a une telle variété de fruits et de choses à faire. Que même si, quand on a l'impression d'avoir fini, on trouve tout le temps encore plein de choses à faire. Donc c'est jamais terminé. Mais merci Guillaume Charpin. On peut quand même dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Exactement. Dans le pavillon 5, c'est important hein, quand même. Oui, donc on est bien sûr dans le pavillon des Dômes, donc dans le hall 5 au C60. Voilà, le Moi j'irai faire un pris. tour personnellement, je ne sais pas vous, mais j'ai très envie de goûter ces produits. On y retournera peut-être avec Camille Garcette pour regoûter, puisqu'il est vraiment notre goûteur professionnel depuis ce matin. On voit ça. Je suis là pour ça, j'ai fait le salon pour ça. L'avantage c'est que vous goûtez beaucoup de choses. Hein. Merci Guillaume Charpin, merci monsieur, le rendez-vous est pris pour le stand. Merci beaucoup. Merci Ludwig Papa. Camille, je crois qu'on est en direct avec Alban Gamay de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Tessa Ibar. Est-ce qu'ils nous entendent ? Pour l'instant non, apparemment. Pour l'instant non. Non, toujours pas. Toujours pas. Écoutez, on a une image, mais on n'a pas de son. Dimitri, et c'est Alban qui s'est mis vraiment en congé. Est-ce que c'est bon de votre côté? Là c'est bon, on vous entend Dimitri Hainaut. Je continue donc dans mon métier extrêmement difficile. On est donc sur du rhum métis avec Emmanuel. Emmanuel, merci de nous avoir accueillis. On est derrière le bar, on a carrément passé une étape au-dessus. On a pu tester pas mal de choses, notamment beaucoup de produits. Il y en a énormément. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité sur tous ces rhums? Alors, déjà, la particularité de tous ces rhums, c'est que c'est des produits de la Réunion, donc à base de rhum traditionnel. Et on a ramené donc les couleurs de l'île et bien sûr le soleil de la Réunion. Et l'ambiance, vous entendez, il y a beaucoup de musique. On n'arrête pas de danser depuis tout à l'heure. Je commence à avoir mal aux jambes d'ailleurs. Si vous pouviez nous faire une petite démonstration de ces gars, Dimitri. Un produit phare dans tous ces rhums, un produit vraiment au-dessus de toute la gamme dans le rhum métis. On va dire qu'on a 3 produits phares. Bien sûr, les produits typiques de la Réunion, à savoir la vanille, le fruit de la passion et l'ananas Victoria. Voilà, vous les connaissez dans la liste. Il y a également montré un rhum qui vient d'arriver, qui vient du goyavier. Ça, donc le goyavier qui est un produit, on va dire, de l'intérieur de l'île, de la plaine des Cafres. Et donc ce produit, je peux vous le montrer. Voilà, il est juste là. Donc il est très spécifique parce que ce produit, c'est une crème de goyavier. On peut l'utiliser aussi comme un key royal avec du champagne. Très volumineuse en goût et en aspect, mais très fruité. Et il y a une différence entre goyavier et goyave, justement. Voilà, donc le goyavier est plus petit, mais plus parfumé en goût, alors que le goyave, il est bien sûr un peu plus gros en produit. Mais comme je vous le dis, c'est une crème. Voilà, l'avantage de ce produit. Avant de passer à la dégustation, je sens qu'Alban est en train de trépigner. Tout à l'heure, vous nous parliez de ce challenge créateur que vous avez remporté, qui est en fait un prix décerné pour les producteurs de rhum que vous avez remporté cette année. En fin de compte, ce prix, tous les ans, on fait un prix à La Réunion pour regarder les meilleurs créateurs de l'île. On était à 140 pour concourir à ce prix, et donc nous avons gagné ce prix cette année.
Donc voilà, c'est pour avancer et pour montrer aussi l'excellence de nos produits. La qualité, elle est prouvée. On va pouvoir passer à la dégustation. Je sens qu'Alban trépide. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme dégustation? Parce qu'il y a vraiment le choix. Pour commencer une dégustation, on commence toujours par une vanille. Donc un produit assez doux, assez faible pour commencer la journée. Je vous prends ça tout de suite. Allez, un petit repas pour Alban. Alban, on a un métier difficile. Ah là là, c'est très compliqué dès le matin là, pour se réveiller. Rhum vanille, c'est ça? Eh ben j'ai hâte de goûter. Voilà, rhum vanille pour commencer. Alban, qui va pouvoir tester. Voilà, on a la bouteille juste là. Alban qui donne pas sa part, hein. Vraiment, il n'hésite pas. Écoutez, c'est très bon, c'est très fin, on sent très bien la vanille et c'est très léger. Vraiment, ça se boit. C'est très traite parce que je pense que ça se boit tout seul justement. Mais on sent très très bien la vanille et c'est hyper léger. Donc on a commencé par la vanille. Il y a beaucoup d'autres produits, hein. Il y a vraiment des centaines et des centaines de bouteilles. Je sais pas si Tess vous a montré derrière, il y a toutes les bouteilles de rhum qui sont là. Il y a d'autres produits, il y a encore d'autres produits. Et là-bas, il y a d'autres produits également. Vous nous parliez tout à l'heure, il y avait d'autres produits autres que du rhum. On va y aller, on va regarder un peu. Tess, attention, il y a des petites marches. Voilà. En plus, la musique, ça danse, c'est génial. Voilà, il n'y a pas que à boire, il y a d'autres produits également. Et on se retrouve avec du vinaigre. Donc premièrement, je tenais à signaler déjà sur le rhum, on est à 250 déjà, depuis 3 ans. On va dire dans toute l'Europe. Espagne, en Angleterre, en Allemagne, même à l'arrivée au Mexique et à Bruxelles. On vient de recevoir aussi 4 prix en... Donc là, on va arriver sur le vinaigre, la nouveauté de cette année, qui s'est fait au mois de décembre. Donc, on a créé 10 nouveautés de vinaigre avec la mangue, le piment Comava, l'ananas Victoria, l'ail, les épices. Tous ces produits sont spécifiques parce que les fruits sont à l'intérieur et c'est pas des colorants, c'est pas des extraits de jus. C'est vraiment naturel. Voilà. D'accord, donc du vinaigre, vous voyez encore d'autres produits. Il y a vraiment de tout, beaucoup de médailles, beaucoup de produits. Pourquoi? Je sens qu'Alban, on va rester un peu. Alors ça va être compliqué derrière dans le pays de la Loire. Ça va le faire. Oui, Lucas. Dimitri Hainaut, je suis désolé, mais on va devoir arrêter ça maintenant, puisque puisqu'en fait le temps file, tout simplement. Ça avait l'air très long, très beau, mais dernier mot. On embrasse Marilyn. Qui nous regarde. D'accord, on embrasse Marilyn. On embrasse toute la Réunion, bien sûr. Et toute la Réunion. Ça marche, le mot est entendu. Merci beaucoup Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Tess Aïbar. Et on rappelle quand même, Camille, que l'alcool est à consommer avec modération. L'alcool est à consommer avec modération, mais j'ai l'impression que moi je passe un moins bon salon que Alban qui est en train de tout goûter à ma place. Alors il y a une concurrence entre lui et moi qui est en train de s'installer. Et... On va faire une petite compétition, on verra à la fin. Voilà. On va voir. prendre des notes. Merci beaucoup Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Tess Aïbar. Et on est avec maintenant Camille Garcette qui vient de se téléporter et vous êtes avec Alexandra Delbo. Notamment. Oui, je suis avec Alexandra Delbo, mais pas que, puisque je suis avec Jean-François Muros qui est de l'ANSES et vous êtes directeur du laboratoire d'hydrologie de Nancy, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on va parler avec vous, Alexandra, de la différence entre de l'eau du robinet et celle en bouteille. Oui, on parle beaucoup d'alcool pendant ces chroniques et cette fois on va parler un petit peu d'eau. Et on sait que l'eau du robinet et l'eau en bouteille se ressemblent, mais il y a quelques différences. Quelles sont-elles? Oui, bonjour. On va essayer de parler d'eau, effectivement. Effectivement, l'eau du robinet et l'eau en bouteille, est-ce que c'est pareil? Et en fait, c'est un peu comme l'histoire du lièvre et des lapins. Ça se ressemble, on dirait que c'est la même famille, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc, il y a des différences. Et quelles sont-elles? On ne les prélève pas au même endroit? Il y a des différences comme ça? Ou c'est la concentration en sels minéraux qui est différente? Alors, c'est un peu aussi l'histoire du lièvre et du lapin. Les eaux du robinet, donc on les trouve dans les eaux souterraines, mais aussi dans les eaux de rivière, les eaux de fleuve. Donc là, c'est des eaux qui sont un peu plus troubles et qu'il faut traiter. Alors que toutes les eaux en bouteille, elles, on les trouve uniquement dans les eaux souterraines, donc dans le sol et bien protégées. Voilà. Et donc les traitements sont différents. Il y en a pour les deux, mais les traitements sont un petit peu différents. Alors forcément, oui, tout à fait. Alors pour les eaux de rivière, il faut des traitements beaucoup plus importants. Donc là, on a des usines qui font tous ces traitements. Et au final, de toute façon, même pour les eaux souterraines, quand on injecte de l'eau dans des canalisations, il faut mettre un peu de chlore pour désinfecter. Parce que l'eau n'aime pas stagner dans les tuyaux. Donc on met toujours un peu de chlore pour désinfecter et enlever les microbes, quoi. Alors que pour l'eau du robinet, pour l'eau en bouteille, on n'a quasiment pas de traitement.
peut-être quelquefois pour enlever des particules de fer ou de manganèse, mais sinon c'est des eaux qui sont très limpides et qu'on peut embouteiller directement. Et comment on s'assure de la qualité sanitaire de ces eaux? Alors là où l'eau du robinet et l'eau en bouteille c'est pareil, c'est justement sur la qualité, leur qualité sanitaire. Donc il faut savoir que l'eau est un produit alimentaire le plus contrôlé. On a environ 60 critères de qualité qui sont vérifiés entre le prélèvement et la bouteille ou le robinet. Et donc voilà, donc c'est un produit sûr qu'on peut boire en toute confiance. Et ces critères évoluent ou ce sont toujours les mêmes? Alors ces critères ils peuvent évoluer donc en fonction de la réglementation française et européenne. Et ces réglementations sont les plus sévères. Donc effectivement, au fur et à mesure du temps et des connaissances, donc on rajoute des paramètres de qualité pour avoir un produit qui soit de plus en plus sûr. Camille, vous avez une question? Oui. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, excusez-moi, mais lorsque j'ouvre mon robinet, souvent l'eau est un peu blanche, vous savez. On me dit souvent que c'est du calcaire, mais est-ce que c'est que ça ou c'est vraiment nocif? Je ne sais pas ce que c'est en fait. Alors c'est pas nocif, mais effectivement, quand l'eau stagne un petit peu dans les tuyaux, donc elle peut accumuler donc, quelques minéraux qui se déposent, etc. Et donc en fait, normalement, après une stagnation, par exemple d'une nuit, quand on n'a pas consommé d'eau chez soi, il est recommandé d'éliminer les 30 premières secondes de l'eau qui coule au robinet. Voilà. Les 30 premières secondes, ça voilà. fait quand même et pas mal d'eau. Et ça suffit, non mais ça va. Et ça suffit pour éliminer donc, toute l'eau qui a pu stagner, et puis même d'un point de vue microbiologique. Donc il est préférable d'éliminer ces premières eaux. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, merci. Vous avez éclairé ma lanterne. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces explications. On a parlé un petit peu d'eau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est vrai que ça change un peu de l'alcool. Lucas, oui, arrêtez, je vous vois triste, je sais. Mais vous inquiétez pas, on va reparler sûrement d'alcool très bientôt, à mon avis. Oui, bientôt. Merci beaucoup, Alessandra Delbo, merci Camille Garcette. Où est-ce qu'on peut vous retrouver simplement dans le salon? Donc sur le centre de l'ANSES, donc on est au bout de l'allée. Donc, juste à côté de nous. Juste à côté. Voilà. Eh ben, très bien, c'est Pavillon 4 du coup. Merci beaucoup. Merci. Et Camille Garcette n'est pas encore arrivé, il met un peu de temps à marcher maintenant, il commence à être fatigué. Oui, c'est le 5e jour, je pense que je vais on fait toujours de bonne humeur, bien sûr. Et on retrouve donc maintenant Manon Blangis, puisqu'on part à Nantes, Saumur ou encore Angers pour visiter ces belles régions. Donc avec vous, Manon. Et oui, les Pays de la Loire qui sont bien connus d'ailleurs pour ces châteaux à l'architecture Renaissance française. La région regroupe 5 départements et on a plusieurs langues régionales là-bas, donc par exemple l'angevin, le gallo ou le mayennais. Et oui, excusez-moi, vous avez cru que j'avais oublié. Se réveiller, hein, eh bien non. Oui, il me semble, parce que j'ai une culture incroyable, vous le savez, qu'un grand écrivain vient du Pays de la Loire. Donc lequel? Avec votre grande culture, d'accord. Jules Verne. Donc l'écrivain est né à Nantes en 1828 et il a commencé par écrire des pièces de théâtre avant de rencontrer le succès avec ses romans d'aventure. Alors à l'époque, on les appelait romans d'anticipation. Et je vous cite les plus connus, Le Tour du monde en 80 jours, pas 80 heures, Le Voyage au centre de la Terre ou encore 20 000 lieues sous les mers. Et par exemple, à l'époque, ces romans en fait, sortaient sous forme de feuilletons dans des revues ou des périodiques d'ailleurs, comme le Journal des débats. Et dans ces romans ou ces nouvelles, il évoquait toujours des progrès scientifiques du 19e siècle. Donc par exemple, le sous-marin dans 20 000 lieues sous les mers. Donc dans un domaine tout à fait différent, Coco Chanel vient aussi de cette région. Exactement, Gabrielle Chanel de son vrai nom, avec le S avant le N dans le nom de famille qu'elle a perdu en créant la marque. Donc elle est née à Saumur en 1883 et précisément son titre c'est créatrice de mode, modiste et couturière, voilà. Donc elle avait pour surnom Mademoiselle ou Coco Chanel. Alors Coco en fait ça vient du temps où elle chantait dans les bars et elle chantait cette chanson Qui a vu Coco sur le Trocadéro. Vous pouvez chanter? Non, non, je ne pense pas, c'est pas une bonne idée. T'as le look Coco, c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je pense que ça n'a rien à voir. Mais Et en 1910, en fait, c'est à ce moment-là qu'elle commence vraiment sa carrière dans la mode, au 31 rue Cambon, où il y a d'ailleurs toujours la boutique Chanel, et qui se nomme à l'époque Chanel Mode. Et au fur et à mesure, en fait, elle a un peu affiné le style de sa maison, avec une volonté de moderniser en fait les vêtements pour les femmes. Et elle a introduit notamment le pantalon, qui était réservé aux hommes à l'époque. Et puis ça a été aussi la première à créer son parfum, qui existe toujours, le fameux Chanel. Numéro... Non, numéro 5. J'allais dire ça. Yes, j'allais dire en plus. Un point pour Camille, 0 pour Lucas. Merci Manon Blangis. Merci beaucoup Manon Blangis pour cette présentation donc de la région Pays de Loire.
Premier produit, Camille Garcette, avec Bastien Cochet de nouveau. Rebonjour. Rebonjour Lucas. Des produits moins pimentés apparemment. Et oui, et nous sommes avec Jacques Girard, donc, qui est producteur de miel donc, au pays de la Loire. Et vous êtes plus précisément à la Breille-les-Pins. Oui, la Breille-les-Pins, près de Saumur. Et nous avons une exploitation de 800 ruches qu'on différentes sortes de miel. Nous avons une vingtaine de sortes. Bon, là, on vous a amené quelques produits, toutes fleurs, un miel de châtaignier, ronce, acacia. Vous avez une exploitation à peu près de quelle taille? Donc 800 ruches, mais 800 ruches. Combien 3000 hectares, c'est ça? Non, y a pas, ça ne se fait pas en hectares. On fait des ruchers de 25 à 30 ruches et on dépasse nos ruches jusqu'à 200-300 km pour récolter différentes sortes de miel. Et vous êtes dans un parc naturel régional. Voilà, on est dans le parc naturel régional de l'Anjou et bon, des différentes régions. Et vous êtes combien à travailler dans l'exploitation? Sur l'exploitation, nous sommes 4. Je travaille avec mon frère, ma femme et ma belle-sœur. Nous sommes 4. Donc une entreprise exploitation totalement familiale qui existe depuis 1920. Le grand-père a commencé, qui s'appelait René, et après c'était Georges, et maintenant c'est Jacques et Dominique. Donc la troisième génération. Troisième génération. D'accord. Qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui sur le plateau? Alors on a amené plein de choses de miel. Alors j'ai amené le miel, miel toute fleur, miel de châtaignier, ronce, acacia. Bon, sur le stand, il y en a encore d'autres sortes de miel. Et avec le miel, on fait plein de choses. On fait principalement le pain d'épices, pur miel nature. Et là, cette année, nous avons sorti un nouveau pain d'épices qui s'appelle pain d'épices à la framboise. De l'hydromel qui est l'apéritif au miel. Et des petits bonbons, pastilles, miel et différents d'autres produits qui sont encore sur le stand. J'ai l'impression qu'il y a une... Qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool qui est au bout là-bas? Comment? C'est de l'alcool? C'est un alcool de miel, un apéritif qui fait 14 degrés, à boire bien froid d'apéritif. Alors principalement, il y a 2 noms. C'est le chouchen qu'on appelle ça en Bretagne. Et autrement, principalement chez tous les apiculteurs, c'est l'hydromel. Et donc, quelles sont les différentes... donc, on a vu les différents parfums pour le miel, mais comment est-ce que, du coup, est fait le processus de production? Comment est-ce que vous intégrez les différents parfums? Dans les produits? C'est ça. On prend principalement des miels toutes fleurs qu'on met dans les pain d'épices, les bonbons, l'hydromel, mais on peut mettre différentes sortes de miel. Mais principalement, c'est le toute fleur qu'on met dans tous nos produits. Après, là, dans les miels, vous avez des miels crémeux, des miels liquides. Alors, les miels crémeux vont bien pour tartiner sous la brioche, la tranche de pain. Le miel liquide va plus pour mettre dans un yaourt, un fromage blanc. Et les deux vont bien pour sucrer, qu'ils soient crémeux ou liquides. Est-ce que vous aussi, monsieur, vous subissez des pertes d'abeilles annuelles? On a des problèmes de pertes. On a surtout l'environnement, les insecticides. Les agriculteurs font de plus en plus attention. Et on a le fameux frelon asiatique qui mange nos abeilles. Ça, c'est un gros souci pour nous, pour les apiculteurs. Mais bon, on essaie de combattre. Une ruche toute seule, c'est vrai, elle va se faire bouffer par les frelons. Bon, on les combat. Bon, cette année, avec le temps de printemps qui est là, on risque d'avoir beaucoup de soucis avec les frelons. Mais justement, en parlant des abeilles, hier, on en a déjà parlé. Et Camille avait du mal à comprendre ce qu'était la gelée royale. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Et est-ce que vous en produisez aussi? Oui, on produit un peu de gelée royale. Alors la gelée royale, c'est un produit que les reines consomment. C'est les abeilles qui produisent la gelée royale pour nourrir la reine. Alors nous, on récolte de la gelée royale. C'est très bon pour la santé, pour redonner un petit coup de force, un petit coup de fouet quand on a moins de fatigue à l'entrée de l'hiver et quand on a une maladie, ça donne un bon petit coup de fouet. Très bien, et bien merci beaucoup, enfin dans le bon sens, merci beaucoup Jacques Girard. Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Alors vous pouvez nous retrouver sur le stand Pays de Loire. Le stand Pays de Loire. Dans le hall? Le hall 3. Le hall 3 des régions. Très bien. Merci beaucoup Jacques Girard et merci Bastien Cochet.
Dans quelques instants, on sera de nouveau en direct, Camille, avec Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Tess Aïbar qui font leur petit tour dans le salon. Ils étaient dans le hall 5 tout à l'heure, le hall des Outre-mer. On verra où ils sont cette fois-ci. Juste avant ça, Guillaume Charpin reviendra pour parler boissons de Pays de la Loire. Et donc ça, c'est dans quelques instants. On revient tout de suite. Toujours en direct du studio du Siècle Vert dans le pavillon 4 du Salon de l'Agriculture. Et vous pouvez réagir encore une fois sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Siècle Vert, Camille, parce que d'ici quelques instants, Jean Lassalle, député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, sera avec nous. Ça, c'est dans une quinzaine de minutes. Juste avant, on retrouve Guillaume Charpin. Et oui, on de nouveau là. Messieurs, hein. On ne se quitte plus ce matin. Non, c'est vrai. Alors dites-nous, Guillaume Charpin. Eh ben, vous savez, comme dit le dicton, le diable se cache dans les détails. Et je pense qu'avec Emmanuel Birgan, qui est ici présent, et son produit, la diablotine, on est vraiment dans le thème. Alors d'abord, Emmanuel, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce produit atypique, comme on le disait il y a quelques minutes avec vous, qui vraiment sort un peu, quand on arrive dans votre stand, on ne s'attend pas du tout à ça, et on est vraiment un peu... surpris. Ouais, on est surpris par ce qui nous attend et ce que vous nous réservez. Ben exactement, c'est un produit très atypique, c'est un apéritif. Donc c'est une catégorie un petit peu fourre-tout. L'apéritif, c'est un mode de consommation. C'est aussi quelques produits très connus, qui sont des produits classiques comme le pommeau, le floc de Gascogne, le pinot des Charentes, tout ce qu'on peut connaître de manière classique. Nous fabriquons un produit donc apéritif, mais qui est un petit peu moins fort que les autres, qui est très fruité. C'est une base de vin blanc, de rhum blanc et de macération de fruits. C'est assez original, ouais, vraiment, je vous invite à y aller tout à l'heure. Et ce qu'on peut voir sur votre carte aussi, c'est qu'on peut le boire comme ça, c'est-à-dire sans rien, au verre, et on peut aussi le mélanger pour en faire des cocktails, par exemple avec de la bière, j'avais vu qu'on pouvait faire ça. Et c'est vraiment un produit qui permet de faire énormément de choses quelque part. Et exactement, en fait, ça se consomme pur comme beaucoup d'apéritifs, de manière classique, très frais, c'est un côté désaltérant, accessible à tout le monde, simple à la consommation. Mais on peut aussi le mélanger avec des bulles, comme on disait, du crément, du Vouvray, de la bière blanche, bière blonde, du Perrier, tout ce qui est bulle de manière générale. Évidemment, comme c'est prêt à consommer, quand on le mélange, on ne met pas un fond, on met moitié-moitié. C'est ça l'intérêt, ce qui permet de le consommer en petit comité ou de manière festive. Puis, et on touche un public très large. Voilà, c'est ça, vous avez une étendue de possibilités qui est juste affolante en fait avec ça. On va dire qu'on n'a pas trop de limites. Voilà, il faut que ce soit le consommateur qui ait des limites, évidemment. Vous qui avez goûté, j'aimerais bien savoir la sensation, est-ce que ça ressemble plus à justement un peu de vin, quelque chose de très épuré ou... Eh ben, on sent le vin, ça c'est clair, c'est clair et net, on sent le vin. Je pense qu'il y a le léger arrière-goût de l'arôme du rhum qu'on va sentir aussi derrière, je pense. Mais comme disait Emmanuel, c'est vrai que c'est très fruité. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment l'avantage. Là, Emmanuel n'en a ramené que 3, mais vous allez voir dans son stand, il y en a sur les 10 mètres carrés, il y en a partout, quoi. Donc il y a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Là, c'est mangue, gingembre, c'est ça? Oui. Fraise et basilic. Moi, hier, j'avais goûté le fraise basilic et je peux vous dire qu'il est très très bon. Moi, étant un grand amateur de fraises en plus. Alors en plus, fraise basilic, on en est assez fiers, c'est notre meilleure vente. Ce sont des vrais fruits, bien évidemment, mais c'est en plus, on utilise des fraises de notre région, de la presqu'île de Guérande, exactement de la Baule, les fraises Burban de la Baule, pour les gens qui viennent en vacances chez nous, bien connus. Et on est très content d'utiliser autant que possible des fruits de la région. Alors en termes de degrés d'alcool, on se situe où ? Alors on est à 14 degrés et c'est vraiment ça l'intérêt. La plupart des apéritifs... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut bien comprendre que pour faire un apéritif, en fait, il faut muter du vin ou des mous de raisin. Les gens dans le domaine comprendront un petit peu plus, mais le principe pour muter, c'est qu'il faut faire adjonction d'alcool. Sinon, on laisse le vin à l'état vivant. Et donc, on va servir un verre, 2 verres, on va être obligé de finir la bouteille, sinon on va le perdre. Alors qu'un apéritif, on n'est pas bloqué, on sert un verre, 2 verres, on referme la bouteille, on revient 1 mois, 2 mois après. Et tous les alcools mutent le vin à 16, c'est pour ça que les autres appellations dont j'ai parlé tout à l'heure sont toutes en général à 16 ou 18, et il n'y a que nous qui sommes à 14. Ouais. Et en fait, c'est 2 degrés d'écart, un petit peu en dessous, et ils sont très intéressants parce que ça change totalement les modes de consommation. On peut se faire plaisir et avoir un petit peu moins de problèmes. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes basé dans la presqu'île guérandaise. Et alors, j'ai lu sur Internet que vous aviez lancé ce produit, la diablotine, dans votre bar. Je crois qu'il était à vous, ce bar, à l'époque, qui s'appelait Le Petit Verre, à Pouliguen. Alors, expliquez-nous un peu comment vous est venue cette idée. D'un coup, vous êtes dans votre bar et puis vous vous dites je vais créer un apéritif original et atypique.
Alors, effectivement, ça a démarré avant le Pouliguen. Mais même avant, oui. J'avais un établissement au Pouliguen, on est de là-bas, donc de la presqu'île de Guérande. Et je voulais reprendre la recette traditionnelle de mon grand-père, qui était viticulteur en région nantaise, et qui faisait en complément de son vin, qui faisait des apéritifs. Tous les apéritifs en France, classiquement, viennent des viticulteurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc j'ai repris sa vieille recette. Évidemment, je l'ai un petit peu adaptée au temps moderne. Puis après, on a travaillé le marketing, l'image, on a travaillé la distribution. Et puis les goûts, on sort une version par an. Alors ça, c'est la version officielle. Puis la version officieuse, c'était une fin de soirée, comme vous imaginez bien. Bon, voilà, on va dire ça c'est pour la légende, on va dire ça comme ça. Bien, merci beaucoup Guillaume Charpin. Merci monsieur, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? Alors nous sommes dans le hall 3, donc le hall des régions, des produits de la région. Nous sommes Pays de la Loire, en C142. Et puis vous vous baladez dans le hall 3, vous faites toutes les régions et à un moment donné, vous allez très rapidement nous reconnaître parce qu'on a des stands très lumineux, atypiques et toujours avec le sourire. La diablotine donc. Eh bien, si vous voulez le rendez-vous est pris. Goûter la diablotine, effectivement, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Emmanuel Birgan, merci Guillaume Charpin. Camille, on est de nouveau en direct avec Dimitri Hainaut, Alban Gamet de Saint-Germain et Tess Aïbar, donc qui sont dans le salon de l'agriculture. Je ne sais pas si j'ai l'impression qu'ils nous entendent cette fois-ci. Oui, je vous entends très bien, Lucas. Eh bien, vous avez présenté des produits du Pays de la Loire et nous y sommes. Le Pays de la Loire, le pays des châteaux, les pays des festivals, des 24 heures du Mans, du Vendée Globe, qui part tous les 4 ans, des Sables d'Olonne, et le pays aussi du Puy du Fou, mais pas seulement. Puisqu'on vous propose aujourd'hui de découvrir le pays de la cosmétique à base de bave d'escargot. C'est beau. Et je suis avec Mélanie. Mélanie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces produits? Oui, tout à fait. Donc Mademoiselle Agathe, c'est une marque, comme vous l'avez dit, de cosmétiques bio à la bave d'escargot qui va venir régénérer la peau de façon naturelle, puisque dans la bave d'escargot, vous avez de la lantoïne, du collagène et de l'élastine. Donc la lantoïne, c'est ce qui permet à l'escargot de réparer sa coquille quand il la casse. C'est pour ça qu'on parle d'effet anti-âge. Très bien. Alors, rapidement, est-ce que Dimitri Hainaut, qui a ramené un petit souvenir de notre passage à La Réunion, est-ce qu'il peut tester un des produits? Et si ceci peut montrer, on a des escargots là. C'est les escargots donc à partir duquel est produit ces cosmétiques. Alors Dimitri, vous allez pour nous tester ces petites crèmes. Je vous fais essayer sur le dos de la main la crème de jour avec 60% d'extrait de bave d'escargot. Alors, voilà. On est sur une crème très fluide qui pénètre très rapidement dans la peau, qui ne laisse pas de film gras comme vous pouvez le constater. Je vous laisse sentir. Voilà, Dimitri qui va avoir la peau, une belle peau neuve. En plus, ça sent très bon, mais vraiment. Et ça sent quoi, Dimitri? Merci ça sent beaucoup, quoi? Mélanie, oui, Lucas. Dites-nous, ça sent quoi? Parce que ça sent bon, c'est bien, mais ça sent quoi? Alors, c'est bien, mais ça sent quoi, Dimitri? Ça sent bon. Non, vraiment, ça sent on sent vraiment le côté naturel, le côté bio qui est vraiment présent en plus. Voilà, ça sent peut-être la base d'escargot un petit peu, un petit chouïa. Et on enchaîne directement avec un producteur Burban, avec Xavier qui nous propose des produits de la presqu'île de Guérande à la Baule Esclovaque. Alors, Xavier, quel bon produit on peut retrouver chez vous? Alors, on a la confiture de fraises qui est faite vraiment avec 60% de fruits, donc on minimise au maximum le sucre. Ensuite, on a notre coulis de framboise aussi, qu'on peut agrémenter avec une panna cotta, un riz au lait, fromage blanc. Et très rapidement, Dimitri, notre goûteur attitré, peut en goûter quelque chose. Je tiens à dire... La confiture de framboise aussi. Lucas, vous avez essayé de me dire quelque chose. Oui, je vais vous laisser goûter, mais je tenais juste à dire que Dimitri est très beau avec son bob. Voilà. Alors Dimitri, vous êtes très beau avec votre bob. Et la confiture, qu'est-ce que vous avez goûté? Framboise. Et on sent extrêmement bien le fruit, contrairement aux autres confitures qu'on peut trouver dans le commerce. Là, on le sent vraiment, et c'est vraiment très puissant et c'est très bon, du coup, forcément. Eh bien, merci Xavier. Au Pays de la Loire, on continue, on enchaîne avec Tess Aïbar et Dimitri Hainaut pour aller voir les d'autres produits de cosmétiques. Alors bonjour, je suis avec Morgane qui travaille donc à Guérande Cosmetics. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos produits? Bonjour, au niveau des cosmétiques Guérande, on a travaillé avec les salines de Guérande pour extraire des marais salants les eaux mères. Ce sont les dernières eaux qu'on récolte au niveau des marais salants.
Et en fait, elles ont le même profil minéral que les cellules de notre peau, ce qui permet de les assimiler en parfaite affinité et rapidement. Elles sont reminéralisantes et permettent de retrouver beauté et éclat au naturel. On récolte également les argiles, les plantes, les algues dans les marais salants par les paludiers que vous verrez tout à l'heure. Et toute la gamme est bio. Ce que je vous propose, c'est de venir la découvrir au niveau de notre stand Guérande Cosmetics. Eh ben, très bien, rendez-vous est pris. Et oui, on parlait donc de paludiers récoltant de sel et autres avec Dominique, justement. Dominique, voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter vos produits? Oui, bien sûr. Eh bien, je suis représentant de la coopérative de sel de Guérande, le Guérandais, qui regroupe un peu plus de 220 adhérents. Et nous avons 2 sels. Le gros sel gris, qui est récolté à même l'œillet, le carré où on cristallise. Ce sel touche l'argile, il est riche en oligo-éléments, en minéraux, ce qui explique sa couleur. Et c'est le sel de cuisine, les courbouillons, les plats en sauce, les mijotés, les mitonnés. Et puis nous avons aussi une deuxième cristallisation qui s'effectue à la surface de l'eau, la fleur de sel. Un sel un peu moins riche en oligo-éléments et en minéraux, parce qu'il ne touche pas l'argile. Il est beaucoup plus blanc et son goût est beaucoup plus délicat. C'est vraiment le caviar de la table pour sublimer les viandes, les poissons, toutes les préparations d'assiettes. Et puis après, nous avons forcément quelques déclinaisons aromatiques aux herbes pour les gens qui ne prennent pas le temps de cuisiner et qui n'ont pas les moyens. Voilà. Eh bien, merci Dominique. Voilà, vous l'aurez compris, on a du sel de Guérande pour accompagner tous vos plats. Il y a aussi le sel de Noirmoutier, il y a un autre stand plus loin. Mais il y a aussi de la cosmétique à base d'escargots ou des produits de la mer avec le sel, les algues, des plantes d'argile et les eaux de mer, comme nous l'a expliqué Morgane. Et bien sûr, si vous aimez prendre votre temps au petit déjeuner ou au goûter, vous avez les bonnes confitures de Burban. Eh bien, merci beaucoup Alban Gamay de Saint-Germain. Vous étiez avec Dimitri Hainaut, votre goûteur professionnel, et Tessa Ibar donc pour les images. Voilà, il y a beaucoup de choses en Pays de la Loire. Toute la région, en fait. Ils ont tout fait. Ils ont fait toute la région, ils ont fait tous les stands et ça promet d'être une très belle région. Merci beaucoup messieurs. Dans quelques instants, nous serons en direct du studio du Siècle Vert avec le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle. Continuez de poser vos questions et de réagir sur nos réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag Siècle Vert. L'interview avec Jean Lassalle et Yanis Darras, c'est dans quelques instants. Toujours en direct depuis ce studio du Siècle Vert au Salon de l'Agriculture, Pavillon 4. Et on est avec le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour et merci au Cercle Vert. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À un mois de la sortie de l'Union Européenne, le Royaume-Uni reste sans accord. Pour y remédier, l'Union Européenne pourrait laisser un délai supplémentaire aux Anglais. Et on voit ça avec vous, Yanis Darras. Bonjour. Bonjour Lucas, bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Première question donc, 2 ans après le référendum, est-ce qu'on doit encore laisser un peu de temps au Royaume-Uni pour sortir sans trop de difficultés de l'Union Européenne? Vous savez, ce genre d'opération, il vaut mieux les réussir de suite. Parce que sinon, après, ça part un petit peu dans tous les sens. Et maintenant que c'est parti dans tous les sens, je crois qu'il vaut mieux laisser du temps. Donc le Brexit, c'est un naufrage? Comment? Le Brexit, c'est un naufrage pour vous? Bon, ce n'est pas un naufrage, ce n'est pas un succès, c'est une réalité. Donc, quand il y a une réalité, il faut essayer de la gérer au mieux possible pour les intérêts du Royaume-Uni, pour les intérêts des autres Européens aussi, et notamment pour les Irlandais. Parce qu'il y a une partie d'Irlande qui reste européenne. Et c'est justement tout le problème, c'est là que ça pose quelques problèmes par rapport aux Anglais. Et justement, il y a déjà eu quelques accords de trouver, des négociations ont été faites entre justement l'Union Européenne et les Anglais. Et pourtant, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce que le poids de l'histoire est là. Il y a des siècles, des dizaines de siècles d'histoire. Et elle est parfois exceptionnelle, mais elle a été aussi sanglante. Et il n'y a pas si longtemps de ça. Mais entre l'Irlande et l'Angleterre, l'Écosse, ce n'est pas parce qu'ils sont tout proches qu'ils se sont toujours entendus. Et la peur aujourd'hui des jeunes et des moins jeunes, c'est que les frontières reviennent. Et avec les frontières, si c'est des frontières intelligentes, ça va, mais elles sont rarement intelligentes. Ils ont peur que les vieux démons se réveillent, donc laissons-leur le temps de bien Pourquoi? se poser. Là, vous avez peur, vous, que les vieux démons se réveillent, justement? C'est pas évident. À condition qu'on ait le temps de parler. L'histoire se venge de ce qu'on fait malgré
le temps se venge malgré ce qu'on fait contre lui. Alors vous nous dites il faut le temps, pourtant ça fait 2 ans qu'on est en discussion avec le Royaume-Uni justement. Mais regardez, il y a 2000 ans qu'on n'a pas trouvé de solution au moins entre les Palestiniens et les Hébreux. Donc qu'est-ce que vous voulez? Il vaut mieux discuter intensément, quitte à prendre 6 mois de plus, plutôt que de repartir sur des décennies d'horreur. Bah justement, alors du côté de l'Union européenne, les chefs d'État sont plutôt favorables justement à laisser un petit délai supplémentaire au Royaume-Uni, à une seule condition, c'est qu'un accord soit trouvé d'ici là, en tout cas que l'incertitude autour de sa sortie se fasse et disparaisse. Alors, est-ce que... Et c'est là qu'ils ont tort, parce qu'un accord ne se décrète pas. Si vous vous disputez tous les deux, est-ce que vous pensez un seul instant que parce que moi je vais venir et que je vais vous donner l'ordre de vous remettre d'accord, ça va tenir une fois que je serai parti? Ça ne se fait pas comme ça se fait par le cœur. Et ça se fait par l'intelligence. Donc leur laisser un délai supplémentaire, pour vous, c'est pas en fait nécessaire. C'est surtout, avant tout, du relationnel entre les États membres de l'Union et les Anglais qu'on doit faire? C'est de l'humain, c'est des hommes. Ils doivent se parler. L'homme doit retrouver l'homme. C'est pas Wall Street, c'est pas Bruxelles. C'est l'Irlandais qui doit retrouver l'Irlandais et les Irlandais qui doivent retrouver les Britanniques. Ce qui était inquiétant quand même, c'est que parmi certains membres de l'Union européenne, certains souhaitaient justement que le Royaume-Uni soit un peu puni de sortir de l'Union européenne. Donc j'imagine que vous êtes contre justement ce qu'on appellerait un hard Brexit. Non, mais ceux qui parlent de punir sont des ânes. C'est des peuples. Que je sache, chacun s'autodétermine. Et on ne peut pas dire au pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ce vieux peuple qui, le premier, s'est déclaré être le patron, le peuple est souverain, qu'on va apporter des jugements de valeur ailleurs. Le tort qu'on a, nous, Français, c'est qu'on a inventé la démocratie, mais qu'on laisse aux autres le soin de l'appliquer. Pour nous, vous savez, c'est un peu la loi du plus fort. Donc, en fait, les Français sont trop dans le jugement par rapport aux Anglais, et aujourd'hui, on devrait les aider, plus les aider déjà. Mais on les aide, je crois, en ayant une attitude raisonnable avec eux. Et nous sommes d'autant plus raisonnables que nous avons les gilets jaunes et que nous ne sommes pas encore sortis d'affaire. Alors soyons juste au niveau où nous devons être. Dernière question, Yanis Darras. Est-ce que vous craignez juste un no deal entre les Britanniques et les Européens? Parce que ça c'est catastrophique pour et l'Union européenne et les Anglais, un no deal. Écoutez, il vaut mieux toujours avoir un accord. C'est vieux comme le monde. Mais s'il n'y a pas d'accord, il va bien falloir que les choses se fassent. Elles mettront plus de temps. Ce que je souhaite, c'est que le sang ne coule plus. Et je n'ose pas croire qu'en ce début de 3e millénaire, on va être stupide au point de faire couler des rivières de sang qui pourraient d'ailleurs déclencher sur une guerre mondiale. Merci Jean Lassalle. Merci Jean Lassalle. Jean Lassalle, pour faire toute la lumière sur le glyphosate, la France vient de lancer une nouvelle étude sur le pesticide pour évaluer ses dangers, Yanis Darras. Oui, et qu'est-ce qu'on doit attendre justement de cette étude dite indépendante? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Cette étude, il faut d'abord qu'elle soit menée par les agriculteurs. C'est eux qui doivent être les premiers experts. Est-ce qu'aujourd'hui on les met au centre justement des préoccupations, les agriculteurs qui, eux, quand même manipulent tout au long de l'année le glyphosate? Mais ils manipulent le glyphosate pas pour s'amuser, hein. Ils l'aiment pas plus que vous et moi. Et moi, je suis un peu agriculteur, je l'étais encore hier. Mais c'est qu'on n'a pas trouvé autre chose. Et la main-d'œuvre s'est effondrée dans nos campagnes. Là où il y avait jadis 4 ou 5 personnes par famille, il y en a un seul. Il doit surveiller que l'herbe ne pousse pas partout. Si du jour au lendemain, vous interdisez ce que nous sommes en train de faire, et qu'il faut interdire, le glyphosate, mais qu'est-ce qu'il y a comme solution? Non, c'est une question à laquelle les agriculteurs eux-mêmes doivent répondre. Je pense qu'aujourd'hui, si nous relancions la recherche fondamentale, la recherche appliquée qui a fait de notre pays l'un des plus grands du monde, eh bien, grâce au concours des meilleurs experts, c'est-à-dire ceux qui tous les jours sont sur la terre, nous trouverions la solution qui irait. Pour l'instant, nous n'avons ni l'un ni l'autre et nous avons des gens qui n'y connaissent rien qui se disputent. Alors le problème, voilà, vous nous le dites, c'est qu'il n'y a pas de solution concrète. Donc comment on peut aider les agriculteurs à aller vers une agriculture, on va dire, plus biologique en tout cas, moins dépendante du glyphosate? Mais en les écoutant. Vous savez, les agriculteurs bio, ils ne nous ont pas attendus. Ils sont déjà très avancés, mais mettons-les sur le devant de la scène.
Invitons-les à la télévision comme vous m'invitez. Au lieu d'inviter ces vieilles barbes qui depuis 30 ans nous ramènent les mêmes âneries qui n'ont jamais mené à rien, invitons les vrais acteurs de la vie d'aujourd'hui. Mais où sont-ils les vrais acteurs de la vie d'aujourd'hui? Encore une fois, on se trompe de public? Mais on se trompe complètement de public. C'est comme moi, c'est comme si vous, qui êtes journaliste, je vous demandais de régler le problème du Brexit. Vous y arriveriez? Ce n'est pas possible. Vous allez me parler de journalisme, si vous êtes heureux ou pas. S'il faut passer uniquement sur les réseaux sociaux et laisser tomber le journalisme. Donc chacun doit être associé à la part qu'il connaît de sa vie. Bah c'est ça le problème, vous nous dites chacun doit être associé à la partie de la vie qu'il connaît. Ça veut dire que les députés européens, par exemple, ils n'y connaissent rien en termes d'agriculture et que le gouvernement non plus n'y connaît rien puisqu'il souhaite l'interdire d'ici 3 ans. Non, je ne dirais pas que le député européen n'y connaît rien, pas plus que le gouvernement. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont totalement pris au piège de l'opinion publique qu'ils ont eux-mêmes déchaînée, sans avoir pris les précautions auparavant de savoir par quoi on allait remplacer ces produits-là. Parce que je peux vous dire qu'avec le temps qu'il fait, l'herbe, elle pousse tous les jours. Or, l'agriculteur qui est tout seul, il ne peut pas être à courir après l'herbe tous les jours. Et si l'herbe pousse trop fort, elle étouffe le maïs, elle étouffe le haricot. C'est justement une question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le gouvernement n'est pas allé trop vite, n'a pas fait trop de déclarations avant de trouver justement une solution concrète pour les agriculteurs? Mais le gouvernement, l'Europe, tous ceux qui se disent sachants et qui en fait ne savent rien, ils s'enivrent de leurs propres paroles qui sont vides de sens. Moi, ce que je dis, c'est aux paysans à dire exactement ce qu'on pourrait faire. En sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus de main-d'œuvre. Il faut mettre plus de main-d'œuvre dans nos campagnes. Si nous voulons effectivement retrouver des habitudes qui sont plus humaines. On ne peut pas faire d'homme sans homme. C'est la question aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'agriculteurs qui s'occupent quand même d'une grande partie du territoire. Aujourd'hui, il y a aussi 10 000 postes chaque année qui ne trouvent pas preneur dans l'agriculture. Comment on peut intéresser les gens à revenir justement au travail à la terre? En faisant exactement l'inverse de ce qu'on fait. C'est-à-dire il faudrait un salon de l'agriculture pratiquement tous les ans, toute l'année, de façon à ce que tous ceux qui ne connaissent pas puissent venir prendre contact avec ceux qui sont en prise directe avec la réalité. Quels sont ceux qui nous écoutent ici qui savent tuer une poule? Personne. Qui c'est qui a tué un cochon dans sa vie? Personne. Qui sait pourquoi l'herbe pousse tous les jours? Sauf ceux qui ont un petit jardin ou un petit potager. Ils savent, eux, que ça pousse. La population est donc trop urbaine et c'est pour ça que, par exemple, elle se prend de passion pour le glyphosate, de son interdiction? Surtout quand vous ne leur parlez de ça que nuit et jour. Vous comprenez? Alors, moi, je crois qu'il faut dire non au glyphosate, c'est évident. Mais avant, comme toujours, comme pour le Brexit tout à l'heure, il faut toujours trouver des solutions entre hommes auparavant. Sinon, c'est des blocages qui ne donnent rien. Et on se dispute, c'est comme ça que malheureusement, notre société se clive. Or, la France est un grand pays qui a besoin d'être rassemblé, d'être rassuré. Il en a marre d'être dressé l'un contre l'autre dans des haines qui n'ont plus de raison d'être. Merci Jean Lassalle, merci Yanis Arras. Jean Lassalle, on le sait, le salon de l'agriculture est une vraie vitrine quand même pour l'agriculture française. C'est aussi l'occasion pour nos politiques de s'exposer auprès de la France rurale et on voit ça encore une fois avec vous, Yanis Darras. Est-ce que le salon de l'agriculture aujourd'hui c'est encore un passage obligé pour notre classe politique? Et heureusement. Oui, c'est un passage obligé et heureusement. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre eux le redoutent parce qu'ils ne sont plus en prise directe avec les hommes et les femmes qui travaillent dans notre pays, et encore moins avec les agriculteurs et les paysans, parce que là, c'est une science, c'est un amour, c'est une vocation, c'est un savoir-faire de tous les jours. Certains n'y viennent plus parce qu'ils jugent le salon trop productiviste, qu'il ne met pas assez en avant l'artisanat. Vous êtes d'accord? Écoutez, chacun voit midi à sa pendule, mais je pense qu'il vaut mieux quand même aller au rendez-vous qui existe pour essayer d'aider ceux qui le font à évoluer vers ce que l'on voudrait qu'ils soient. Mais on ne peut pas faire sans les hommes et les femmes qui le font aujourd'hui et qui la plupart du temps sont seuls chez eux, je le répète, seuls avec leur femme qui est obligée d'aller travailler à l'extérieur pour gagner sa vie et des enfants qui feront peut-être des études et qui ne reviendront à la ferme qu'à 25 ans.
avec une compagne ou un compagnon qui n'aura qu'une idée en tête, c'est s'enfuir tout de suite. C'est un état d'esprit qu'il faut recréer entièrement. Et justement, Laurent Wauquiez le soulignait lors de sa visite, le président des Républicains, il disait que les agriculteurs avaient besoin d'être aimés, de se sentir aimés. Vous êtes d'accord avec ces propos? Absolument, parce que c'est un métier qui est à la fois exaltant, mais très difficile. Mais pourquoi? Parce que les Français montrent beaucoup d'amour quand même envers leurs agriculteurs. Pourtant, aujourd'hui, ils se sentent un petit peu exclus de la société. Vous comprenez ce sentiment? Je pense qu'on a dû te dire déjà qu'on avait besoin d'amour, mais on avait aussi besoin de preuves d'amour. Et les preuves d'amour, c'est aller rencontrer les agriculteurs là où ils sont le plus régulièrement possible. Il y a des AOP, il y a des gîtes ruraux de très grande qualité. Il y a des villages qui sont encore entretenus. Il faut que petit à petit, une grande politique que j'appelle campagne de France, grande cause nationale, partagée par le 16e arrondissement, comme par les banlieues, comme par les grandes campagnes, relance la grande campagne française, la plus belle du monde. Le problème, c'est que le salon de l'agriculture, il ne dure qu'une semaine et c'est là que les politiques s'enchaînent. Sur le reste du territoire, on ne les voit quasiment jamais auprès des agriculteurs. Jamais. Non, vous avez raison, jamais. Comment, à part moi, peut-être. Et justement, comment on peut recréer du lien? Comment vous faites pour créer du lien entre eux et justement la classe politique? Parce que je suis agriculteur aussi. Hier, j'étais dans mon potager toute la journée, parce que c'est les vacances scolaires, avec ma femme, et nous l'avons fait. Et là, on voit que le temps passe à sa vitesse, tantôt trop vite, tantôt lentement. Et on voudrait voir pousser immédiatement ce que l'on a semé. On apprend la patience. Et on apprend que l'amour ne vient pas tout seul. Et puis, on a toujours 5 minutes pour accueillir quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc, si j'ai un conseil modeste à donner à mes collègues de la politique, c'est qu'on cesse de regarder des textes qui ne mènent à rien nuit et jour, mais qu'on soit plus en contact avec les vraies réalités et la vraie vie de nos compatriotes. C'est justement le salon de l'agriculture, c'est une manière aussi pour eux d'être en contact de la réalité. Je pense notamment à Emmanuel Macron qui est resté quand même 14 heures ici au salon samedi dernier. Est-ce qu'après, on peut se poser la question d'ailleurs, est-ce que certains ne sont pas dans une course au record justement? Lui, nettement. Encore que je lui rends hommage parce qu'il faut avoir les aptitudes physiques pour le faire. C'est le seul point sur lequel je lui rendrai hommage. Pour le reste, il n'y connaît rien. Je pense qu'il est l'homme français qui connaît l'homme politique français qui connaît le moins la France. Par contre, il est en stage accéléré maintenant. Il est obligé de rattraper tout ce qu'il ne savait pas. Et je m'en réjouis. Il y a des choses qu'il fait bien. Et le salon de l'agriculture, c'est une bonne manière de rattraper tout ce qu'on ne sait pas? Et les agriculteurs de France l'ont accueilli comme ils savent le faire, avec beaucoup de panache, et lui ont montré que malgré tout ce qu'ils auraient pu lui dire, ils ont préféré se montrer grand seigneur avec lui. À lui de ne pas les oublier. Et justement, dernière question, Yanis Darras. Très bien, Lucas. Dernière question, justement, est-ce que tout ça, c'est pas aussi un peu d'hypocrisie? C'est vraiment la question qui ressort ces derniers jours, de voir Emmanuel Macron partir pendant 14 heures à la rencontre des agriculteurs. Pourtant, le reste de l'année, par exemple, il n'est quasiment jamais sur le terrain avec eux. Donc, est-ce que c'est pas un peu d'hypocrisie de la part des députés, de notre classe politique? Il y a bien sûr beaucoup d'hypocrisie. De notre côté, il ne faut pas non plus raconter des histoires. Le président de la République doit être sur plusieurs terrains et en même temps, surtout à l'étranger, il doit être sur le territoire et il doit s'occuper de l'ensemble du pays. Mais il y a une manière de faire, une manière de se comporter. Je crois que ce qu'il a fait le week-end dernier, je crois que ça c'est bien. Mais il faut qu'il soit encore plus dans la compréhension et dans la réalité et moins dans le record. Merci Jean Lassalle. Merci beaucoup Jean Lassalle. Est-ce que vous allez faire un petit tour au salon aujourd'hui? J'imagine que oui. Écoutez, je suis venu pour ça. Je suis arrivé tôt ce matin et je repartirai tard ce soir. Je pense que je serai un des derniers à fermer les portes. Parce que même quand les portes se ferment, il se passe toujours quelque chose au Salon de l'Agriculture, la plus grande ferme du monde. Eh bien, on va rester sur ces belles paroles. Merci beaucoup Jean Lassalle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et vous rendez un énorme service aux agriculteurs et aux campagnes de France. Parce que vous l'évoquez, vous en parlez à hauteur d'homme. C'est-à-dire que tout le monde peut vous comprendre, que tout le monde est heureux de vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Merci Jean Lassalle. Et le président du mouvement Résistant, parce qu'il est petit, mais il faut que je fasse sa promotion. C'est important à noter, merci. Voilà.
Dans quelques instants, donc, nous serons avec les sœurs toulousaines du groupe AOM. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Elles commencent à faire vraiment un carton avec leur titre 1000 couronnes. On l'entend sur toutes les radios en ce moment. Tout ça, c'est dans quelques instants. Toujours en direct depuis le studio du Siècle Vert. Et on est aujourd'hui avec Jade, Léana et Lynn. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors vous trois, vous formez donc le groupe AOM. C'est ça. Et je vous présente donc Camille Garcette qui est juste à côté de moi. Camille, bonjour. Rebonjour. Ouais, bonjour. Alors Camille, il a une petite particularité en fait, c'est qu'il va faire votre portrait et il va le faire vraiment à sa manière. Il peut être un petit peu piquant parfois. Faut pas le prendre mal. Il est gentil, hein. C'est un gentil garçon. Donc on va pouvoir lancer tout ça. Vous pourrez réagir après bien sûr et parler de ça juste après avec Camille Garcette aussi. Bon, on peut y aller. On t'écoute. Ah. AOM, c'est pas un cri de moine tibétain. Heureusement que vous êtes là, j'aurais pas été certain. Ces trois sœurs toulousaines qu'ont pas encore la vingtaine. Jade, Lynn et Léana, trois filles qui se déchaînent. Commencent sur YouTube avec quelques vidéos, 1 million de vues plus tard. Vous n'êtes plus incognito. Reprise de morceaux, vous faites vous-même l'instrumental. Des remixes de Shape of You, original. Trois voix qui s'accordent pour au final ne faire qu'une. Du rap, de la pop, vous n'avez aucune lacune. Le succès frappe à la porte car vous n'êtes pas commune. Sortie de l'album 1000 couronnes avant de faire fortune. Une médiatisation qui commence à se faire sentir. Des interviews, des shows, rien ne peut vous ralentir. Vous dites vous appelez AOM pour sa calligraphie. Vous pouvez juste dire que vous aviez pas d'inspi. Lynn, t'as fait The Voice Kid et c'est pas mal. Sache que j'adore ton univers musical. Léana, t'es la plus grande, obligée de te demander. Alors c'est qui ta petite sœur préférée? Depuis l'année dernière, non vous n'avez pas dormi. Vous voulez faire le buzz, tapez-vous à Orly. Ça travaille à l'album, donc on vous souhaite bonne chance sans rancune. Vous restez quand même la concurrence. Bravo Camille Garcette. Merci. Petit succès là, hein? Ah, il y a bah du écoutez, monde moins que ces jeunes filles, mais ça fait plaisir quand même. Ah, mais c'était top. Voilà, c'était top. Merci. C'est ça. Ça va le rap, tout ça, on on s'entend bien, c'est bon. dans le Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va signer un contrat juste après, ça va être cool. Très bien. C'est top. Et bah tout le monde a aimé du coup, c'est Ah cool. ouais, c'est Merci ça. beaucoup. Merci, Camille merci. Garcette. Merci à vous, c'est gentil. C'est touchant. AOM, donc à quel âge vous commencez la musique? Parce que c'est vrai que vous êtes déjà, enfin vous êtes encore jeune, vous avez moins de 20 ans, c'est ça? Alors, pour rectifier, Pour rectifier. j'ai 21 ans. Vous avez 21 ans. Ok. Moi et Jade, on va sur nos 17, du coup, vu qu'on est jumelles. Alors juste, faut juste bien coller le micro, sinon on n'entend pas. Pardon. Pas de souci. Donc moi et Jade, on est jumelles, on va faire 17 ans. Et Léana, du coup, elle a 21 ans. Et donc vous commencez la musique à quel âge? On a toujours Très tôt. chanté. Enfin, je pense qu'on a toujours chanté depuis qu'on est toute petite. On est ensemble dans la maison, en train de chanter dans toutes les pièces de la maison. Et après, ça s'est un petit peu concrétisé avec tout ce qui se passe pour nous en ce moment. C'est vraiment la réalisation de ce rêve qu'on a depuis qu'on est toute petite. Ouais. Et donc, il n'y a pas vraiment de début parce que pour nous, c'est depuis tout le temps. C'est pas marqué dans le temps, en fait, vous Non. avez Non. juste c'était un passe-temps, une passion. C'est ça. Qui devient votre métier en fait. Ouais. Et en plus, vous êtes les seules musiciennes de la famille, c'est ça? Oui, Vous bah êtes- oui. On va dire qu'on a eu des musiciens ratés. Je suis désolée. Ça, c'est Mais, fait. non, mais au sens où ils avaient l'envie, mais ils sont pas allés jusqu'au bout. Et nous, on espère aller jusqu'au bout. Et voilà, on est content de représenter ça dans notre famille. Alors, Lynn, comme disait Camille Garcette juste avant, vous avez fait The Voice Kid, c'était il y a 3 ans, c'est ça? Oui. Jennifer, qui vous a choisi, enfin que vous avez choisi, pardon, qui s'est retournée la première et que vous avez choisi donc comme coach. Comment elle est, Jennifer, dans la vraie vie? Alors, elle est très très gentille, vraiment, Ouais. c'est quelqu'un de très très gentil. Et voilà, elle donne beaucoup de bons conseils et elle met vraiment à l'aise, vraiment. C'est une bonne coach? Oui. C'est un peu grâce à ça que votre carrière a commencé à toutes les trois aussi. Oui, véritablement. C'est ça. C'est grâce à quelques secondes à chanter toutes les trois et c'est parti. Parce que, en fait, à ce moment-là, donc vous faites The Voice Kid et les producteurs viennent vous voir directement. Comment ça se passe? On a été contacté sur Facebook, donc par notre manager et notre producteur ensuite. Et on a vachement discuté. Enfin, il y a eu ça, mais il y a aussi un cover qu'on a fait toutes les trois sur YouTube. Et, Lequel?
qui était 4-5 Seconds de Rihanna et Kanye West. Et du coup, ben voilà, après tout ça, on a rencontré notre manager, notre producteur. On a commencé à faire nos covers. C'est avec eux que vous dites qu'il faut continuer de faire des covers? C'est eux qui vous poussent à le faire aussi, enfin qui vous encouragent en tout cas? Ils nous ont propulsés en fait dans quelque chose d'encore plus qualitatif que ce qu'on faisait et de faire nos instrus, d'arranger des choses. Enfin, c'est vraiment génial. Justement, les vidéos YouTube, ça fait combien de temps exactement que vous en faites? Du coup, j'imagine que ça fait longtemps aussi maintenant. Ouais, ça fait pas mal de temps. Ça fait. Je sais pas dire. Ça fait 2 ans. Ouais, Oui, 2 ans. Plus de 2 ans. Plus de 2 ans. À Ouais. quel moment vous vous dites il faut qu'on poste ce qu'on fait sur YouTube? Bah, je pense qu'on va effacer les années où il y a les vieux comptes, tu sais, des morceaux qu'on a fait genre quand on avait 13 ans. Enfin, ou quand j'avais 13 ans. Et donc je pense qu'on va oublier cette période. Et là, quand on a posté ça, en fait c'est comme ça, on s'est dit on la poste parce qu'on avait envie de partager aux gens et puis on s'est rendu compte que ça plaisait. Et donc du coup, c'est comme ça, c'est fait comme ça, de fil en aiguille. Et vous produisez tout dans ces vidéos? Vous faites absolument tout ce qui est mixage du son, la vidéo, c'est vous qui filmez aussi? Non. Du tout. Vous avez une équipe? Ouais. Oui, on a une ouais. équipe. En fait, on a une grande équipe avec notre producteur, notre manager, nous. Et en particulier, on a deux personnes qui nous accompagnent pour faire nos clips. Qui s'appellent Florian Gibon et Théo Tefaux. Et du coup, voilà, surtout qu'on a un très bon lien aussi avec eux, donc c'est nos amis, quoi. Bon, top. C'est eux qui ont réalisé 1000 couronnes aussi. Voilà. Oui. Tu vois, c'est important pour nous que ce soit eux qui le fassent aussi parce qu'ils nous ont accompagnés depuis le début et de réaliser 1000 couronnes aussi ensuite avec eux, c'est juste aussi la réalisation de quelque chose qui est encore plus fort et concret et ils nous ont fait un super clip en plus, on est trop contentes. Et dans ces covers, vous jouez très régulièrement d'un petit instrument à chaque fois quasiment. Vous maîtrisez tout, Disons qu'on apprend un petit peu sur le moment, c'est quand même des choses assez faciles qu'on joue sur nos covers, etc. on va voir régulièrement avec des petits pianos, des pads, ce genre d'instruments. En fait, on est autodidacte. Tu vois, c'est juste que je pense que ce qu'on a de la chance d'avoir, c'est une petite oreille musicale. Et du coup, c'est vrai que, comme tu dis, on peut reproduire des choses qui sont simples, mais du coup, on arrive à les reproduire et c'est ça qui nous amuse aussi. Donc, ok. Voilà. Top. Bon merci beaucoup. On va reparler, donc on va continuer de parler de tout ça dans quelques minutes. Juste avant, on va retrouver Jérémy Richalet. Alors Jérémy, oui, je vous avais un micro, je vous apporte un micro, il n'y a pas de problème Jérémy. Je vais revenir juste après, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc bonjour. Bonjour les gars. Jérémy, donc 2 petites secondes. Bonjour monsieur déjà. Donc dites-nous un peu ce qui se passe, avec qui vous êtes et avec quoi vous êtes. Un robot. Un robot exactement, alors je sais que beaucoup de monde l'attendait ici. C'est un robot qui sert au désherbage mécanique pour faciliter les tâches des agriculteurs parce que les tâches de désherbage sont souvent très fastidieuses pour eux. Je suis avec Romain Ducharme de chez Nayo Technologies. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on vous présente aujourd'hui Oz, notre robot maraîcher, donc un robot de binage, mais également un assistant maraîcher puisqu'il va venir assister le maraîcher dans ses tâches de récolte et de convoyage. Regarde, on va vous montrer, on va essayer de pas tout casser, mais on va essayer de faire monter le robot sur le plateau. C'est bon, ça va, la première ça se passe étape bien. est passée, ça va. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. En même temps, le plateau est solide, il est fait pour ça, donc ça va pour l'instant. Bon, dites-nous du coup. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une véritable attraction. Hein. Durant les 200 mètres qui séparent nos 2 stands, on a été arrêté une vingtaine de fois par les enfants. J'imagine que ça doit vraiment attirer l'œil. Oui. Exactement. Romain va aller s'asseoir, on va continuer. Donc voilà, comment ça fonctionne exactement et pour quel type d'agriculture c'est destiné? Alors ce robot est destiné aux petits maraîchers, aux floriculteurs, aux pépiniéristes et également à la production de semences. Il fonctionne en se guidant dans les interrangs des cultures grâce à un système de caméra ou bien grâce à un laser. Et alors, vous voyez déjà c'est volumineux, c'est assez lourd, ça pèse 150 kg, mais dites-vous que c'est le format le plus petit de chez Nayo Technologies. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres formats que vous commercialisez? Alors oui, tout à fait. On commercialise actuellement un robot plus destiné là, à des systèmes légumiers, le robot Dino. Je vous invite à aller voir sur notre site internet
comment il fonctionne. Donc là, on est plus sur un robot qui va être destiné à des grosses productions en planche ou à plat sur plusieurs hectares. Forcément, ça a été commercialisé pour aider à soulager le travail des agriculteurs, les tâches fastidieuses qu'ils devaient effectuer avant. Est-ce que vous êtes capable d'évaluer la rentabilité de ce robot par rapport à l'homme? Alors c'est compliqué d'évaluer la rentabilité d'un tel objet. Tout dépend le besoin en binage du producteur et ce qu'il avait l'habitude de faire dans son exploitation avant que le robot le rejoigne. Et à ce jour, est-ce que vous savez combien vous avez d'utilisateurs de ce robot par exemple? Oh, je vois que c'est le 100e. Combien vous en avez exactement? Alors on a 113 oses. Je forme le 100e client en début de semaine prochaine. Justement, parlons de cette formation, parce que j'imagine que c'est un objet difficile à utiliser. Combien de temps il faut à peu près à un agriculteur pour comprendre comment ça marche et pour être correctement formé, pour pas qu'il n'y ait de danger? Alors chez Nayo Technologies, nous avons un processus de formation en 4 étapes pour que le client appréhende le bon fonctionnement du robot lentement et qu'il ne fasse pas d'erreur. Toutefois, avant d'être complètement à l'aise sur le robot, il faut compter une saison. Une saison entière. Voilà Lucas, vous savez tout. On a eu la chance d'avoir ce robot en plateau et je vous relaisse la main. Bien, merci beaucoup messieurs. Juste, où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le salon? On peut nous retrouver donc sur le stand de la ferme digitale avec notre petit robot. Très bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Jérémy Richalet. Merci. On revient avec vous à Home. Donc voilà, on parlait donc de vos vidéos YouTube et de The Voice Kids, je vais y arriver. Et donc voilà, le succès pour vous a été fulgurant, clairement, je pense qu'on peut le dire. Comment est-ce qu'on vit à votre âge? Alors déjà, je pense qu'on ne se rend pas assez compte parce que pour l'instant c'est que virtuel et déjà on a vraiment hâte de rencontrer tous ceux qui nous suivent. Oui, c'est-à-dire que vous n'avez encore pas pu faire de concert pour le moment. D'ailleurs on va faire ça bientôt. Voilà, c'est-à-dire que déjà, comme tu dis, on a passé le million de vues sur YouTube, donc c'est sur 1000 couronnes, donc c'est génial. Et là on enchaîne avec nos concerts, donc on a trop hâte. Et donc ça va commencer au mois d'avril. Et donc notre première date sera le 13 avril. À Lyon. Ensuite, on va faire un concert aux Étoiles à Paris le 25 avril. On va faire une date à Toulouse, chez nous, donc ça c'est trop bien. Et le 4 mai. Donc voilà, on a hâte vraiment de faire écouter toutes nos chansons, notre album, d'être sur scène. Vous avez l'air plutôt contente d'enfin rencontrer le public surtout, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment un besoin vital là. Dans vos vidéos YouTube, vous faites des covers, des reprises. Vous reprenez notamment Tout va bien d'Orelsan, Shape of You d'Ed Sheeran ou encore Thunder de Imagine Dragons. Comment est-ce que vous choisissez les morceaux que vous reprenez? Coup de cœur. Déjà, on les choisit au coup de cœur pour ceux qui nous plaisent le plus. On fait souvent, il y a souvent une grande liste et on se dit bon allez, il faut choisir tout ça, mais on fait. En tout cas, tous les covers qu'on a fait, ils nous plaisent. C'est des musiques qu'on écoute de tous les jours. La règle, c'est que ça vous plaise. Ouais, c'est ça. C'est juste ça en fait. C'est ça. Okay. Et en plus, vous faites de tout comme type d'artiste. Il y a vraiment tout dans les genres. Parce qu'on a vraiment, qu'ils soient francophones. Voilà, c'est ça. On a vraiment un style varié. On aime tous les styles de musique. Je pense qu'on écoute vraiment de tout. Et du coup, c'est ça qui nous fait. On peut écouter du rap, comme du jazz, comme de la pop américaine, pop française. C'est quoi vos influences, justement? Alors c'est une longue liste. Longue liste? Allons-y. Franchement, il y a vraiment tous les genres et n'importe quel artiste. J'aurais pas de nom le rap, précis, toi t'es vachement rap quand même. Hein. Non, tout. Ah ouais? Vraiment tout. Moi, je suis plus jazz quand même. Il y a aussi, pour moi, j'ai un gros côté où j'aime beaucoup les musiques de Nina Simone, Aretha Franklin. J'adore cet univers-là, la soul. Mais j'ai aussi ce côté, très populaire où j'adore Ariana Grande, j'adore Beyoncé, j'adore Ed Sheeran, tous ces morceaux-là, quoi. Et vous, Lynn? Alors moi, j'aime vraiment de tout. Ça peut passer comme Angèle, Roméo Elvis. J'adore aussi les grandes influences américaines comme Ariana Grande, Beyoncé, Rihanna, tout ça. Billie Eilish, j'adore Billie Eilish. D'accord, bon.
Et ça passe par tous les styles, j'adore le jazz, voilà, vraiment. Beaucoup de choses, du coup, effectivement. Ouais, c'est ça. Dans vos covers les plus vus, donc qui atteignent 1 million de vues, qui dépassent le million de vues en tout cas, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu qu'une de vos vidéos avait dépassé le million de vues? C'est quoi la réaction à ce moment-là? Waouh. Ouais, c'est comme ça devant ton ordi, tu fais ah ok. Ok. Et t'essayes de te représenter genre 1 million de personnes, qu'est-ce que ça fait, tu vois, en vrai, tu vois, tu te dis ok. Et là tu fais oh oui, d'accord, c'est énorme, tu vois. Et ce qui serait génial, c'est de pouvoir être devant 1 million de personnes, tu vois, et de se dire voilà quoi, de les faire devant eux. Comment est né justement votre groupe, le nom du groupe, comment est né Aum? Alors, il l'a déjà présenté un petit peu. Un petit peu, oui, effectivement. Il avait parlé du moine tibétain, mais je ne sais pas si c'est vraiment. C'est pas tout à fait ça. En fait, déjà, on y a beaucoup réfléchi. Ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui nous représente et pas quelque chose qui n'ait pas de signification. Donc, déjà, ce nom de groupe est vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. est construit autour de la syllabe sanscrite Om, qui représente le premier son de l'univers. Et du coup, autour de ça, on a structuré, on a mis le A pour la structure et le E pour la féminité. D'accord, donc c'est vraiment réfléchi en fait. Et c'est pas un manque d'inspi, comme il l'a dit dans son... Dans une interview, vous dites que le son homme a beaucoup de significations pour vous. Ouais. Lesquelles? En fait, le homme, comme Lynn elle le disait, c'est une syllabe qui signifie le premier son de l'univers. Et pour nous, on avait envie de quelque chose qui nous porte, qui soit fort. Ça fait partie de ce qu'on connaît aussi, de notre maman qui est à fond dans le yoga. Et aussi, ce qui est rigolo, c'est que le signe homme, quand on l'écrit, le sanskrit, ça fait un 3. Et donc on s'est dit, pour nous, c'est le 3 aussi parce qu'on est 3 sœurs. Oui, voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais dire, c'est que j'ai lu quelque chose comme ça qui disait que c'était aussi une représentation au final de votre fraternité. Exactement. C'est ça ? C'est ça. Une harmonie, c'est les harmonies qu'on fait quand on chante, c'est chacune son identité. Enfin, pour nous, c'est plein de significations fortes et qui ont du poids pour nous et qui sont importantes. Très bien, merci beaucoup. On va continuer de parler de ça d'ici quelques minutes. Juste avant, on va retrouver Alban Gamay de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Tess Aybar qui sont en direct dans le salon agriculture. Est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils m'entendent ? Apparemment non. Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi ? On va continuer l'interview en fait, et puis on reviendra avec eux après. Donc, je disais, voilà, la fraternité par rapport à votre nom de groupe, c'est quelque chose que vous avez besoin d'exprimer. Vous ressentez vraiment ce besoin d'exprimer aussi cette fraternité que vous ressentez au final ? Moi, je trouve que, je pense que ça serait différent si je ferais ça avec des amis ou quelque chose comme ça. Mais franchement, d'avoir mes sœurs, ça apporte un certain soutien en fait. Moi perso, je suis ultra timide et de savoir que mes sœurs m'accompagnent, ça me rassure. Ça vous met en confiance. C'est le côté fraternel, voilà, c'est la confiance. On n'a pas peur de se dire les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on sait qu'on ne va pas se vexer. Parce que voilà, de toute façon, on pourra, avec leurs deux têtes, là, je pourrais jamais leur faire la tête. mais du coup, oui. On est très soudés. Très soudés. La fraternité qui est exprimée dans 1000 couronnes aussi, d'ailleurs, c'est aussi ce que vous exprimez dans ce titre. C'est le premier titre que vous avez entièrement composé, c'est ça ? C'est ça. Entièrement composé. On a quand même Jean-Étienne, c'est le premier, notre compositeur. Mais c'est vrai qu'on a donc co-composé, c'est-à-dire qu'on a aidé à la composition, tout ça. Ok. Non, allez-y, vous pouvez terminer. On a aidé à la co-composition. Ouais. On a écrit le texte avec Antoine Grognard. On a fait un travail de groupe autour de la table. Et c'est vraiment la première chanson qu'on a écrite qui symbolise une lumière, quelque chose qui est le symbole des 1000 couronnes, quelque chose qui éclate, qui jaillit et qui est le symbole de l'espoir pour nous et de la lumière sur tout ce qui est sombre. Voilà. Très bien. Eh bien, bon, vous avez vu, ça s'agitait un petit peu autour du plateau. C'est parce que voilà, tout à l'heure, on n'était pas avec Dimitri, Alban et Tess, mais là, on va pouvoir les rejoindre justement. On va reprendre juste après pour continuer de parler d'Aum, il n'y a pas de souci. Donc, Dimitri Hainaut, Alban Gamay de Saint-Germain et Tess Aybar. Est-ce qu'on m'entend cette fois-ci ? Je vous entends. Je vous entends très bien, Lucas. Nickel. Et donc, Lucas, sachez qu'on n'est pas loin du plateau. On est à quelques mètres seulement de vous, au fond du pavillon 4. Pour vous présenter un jeu vidéo donc qui va rassembler tous les passionnés de la ferme, mais aussi, pourquoi pas, permettre à des jeunes de se découvrir des vocations pour les métiers agricoles. Ce jeu, c'est Farming Simulator.
lancé en 2008, disponible sur toutes les plateformes. Il a été développé par le géant suisse Giants Software, édité par une société française, Focus Home Interactive. Alors ce jeu c'est quoi? Eh bien tout simplement c'est un jeu de simulation où vous pouvez gérer une ferme avec de l'élevage d'animaux, de l'agriculture, la vente de récoltes ou encore de la sylviculture. Alors la sylviculture, Lucas, je sais que vous savez ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde. C'est le développement, la gestion et la mise en valeur d'une forêt, tout ça donc disponible sur ce jeu où vous pouvez utiliser diverses machines agricoles. Vous pouvez le voir, hein. On voit, vous avez voilà, des jeunes qui conduisent un camion. Sur la droite, on a une locomotive qui est en route, qui part plein gaz. Voilà, et avec Dimitri Hainaut qui est là et qui est en train donc de récolter du blé. Dimitri qui s'amuse. Je suis pas sûr qu'on le récupère pour la fin d'émission. Alors, quand je vous parlais de machines, hein, si vous nous avez suivi mardi, c'est diverses machines que vous pouvez retrouver au CIMA, le salon international du machinisme agricole. Et donc voilà, si Tess peut vous montrer Dimitri qui fait ça très très bien. Qui fait mumuse, Dimitri Hainaut. Comment? Je disais Dimitri qui s'amuse tout simplement quoi. Dimitri il s'amuse, il a raté un petit épi de blé. Dimitri il va falloir aller à droite, à gauche plutôt. Et voilà. Alors j'ai une information exclusive. Dans ce jeu on peut jouer l'exorciste. Regardez l'écran. Là je peux faire l'exorciste en direct. Voilà, c'est magnifique. On est donc en partenariat avec les films hollywoodiens. On peut tourner à 360. Excellente blague, Dimitri Hainaut, merci beaucoup. Voilà, excellente blague de Lucas Pierre. Il vous remercie. Voilà, c'est tout. Donc, pavillon 4. Au fond du pavillon 4, si vous voulez vous amuser et découvrir ce jeu, qui, je vous le rappelle, en la sortie de la version 2019, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires la semaine suivant sa sortie. Donc, un jeu qui aujourd'hui est tout simplement une tuerie à l'international. Très bien, merci beaucoup Alban Gamet de Saint-Germain, Dimitri Hainaut et Tess Aybar. Il y avait Aom, Farming Simulator, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Absolument pas. Vous jouez parfois à des jeux vidéo ou pas du tout? C'est pas du tout votre truc? Non, bon, on va revenir à la musique alors, c'est mieux. Comment s'est passée la composition du titre 1000 couronnes? Comme je disais, on a coécrit avec un auteur qui s'appelle Antoine Grognard, qui a été vraiment un guide pour nous parce que avant ça, on n'écrivait pas. C'est la première chanson et la première fois qu'on écrivait, donc on allait un peu dans tous les sens, on ne savait pas où aller. J'allais vous demander justement pourquoi est-ce que vous aviez appelé quelqu'un pour coécrire en fait votre texte, et en fait c'est vraiment pour ça, c'était aussi pour vous rassurer, pour vous aider. Ouais, pour nous mettre en confiance et nous laisser aussi nous exprimer, mais après ça s'est fait de plus en plus de manière automatique et de manière libre, donc de moins en moins de se dire bon ben maintenant je suis libre et je sais que je peux le faire, et, mais toujours avec son regard aussi. Et franchement, c'est génial parce qu'il nous a beaucoup appris et guidé. Alors, dans la composition, qui fait quoi? Alors, parce que on n'a pas chacune un rôle. On est vraiment toutes les trois. Voilà, c'est ça. Toutes les trois, on aime un peu toucher à tout, si on dit comme ça, mais vraiment. Je sais pas, vous me coupez si jamais. Mais... Oui, on aime chercher des mélodies, c'est-à-dire qu'on aime trouver des mélodies, passer 1 heure dans le studio pour faire des impros vocales pour trouver une mélodie et ensuite se dire ah ça c'est top, ça y a un truc là-dedans, le garder, essayer d'écrire un truc là-dessus en suivant. Moi du coup je suis plus axée sur l'écriture quand même. D'accord, donc il y a quand même des personnes qui ont des rôles un peu plus... Léana, on sait que c'est plus facile que Moëline par exemple d'écrire. Et pour Moëline c'est un petit peu plus compliqué, mais on essaie de... C'est une elle quoi. Non, je veux dire, elle a vraiment une réflexion que moi, des fois je me dis, comment elle fait quoi. Vraiment, elle a une réflexion que moi je n'arrive pas. Moi j'ai une réflexion différente. Voilà. Tout à l'heure, vous aviez commencé, Léana, à raconter ce que vous vouliez, à dire ce que vous vouliez raconter dans le titre 1000 couronnes, sûrement pour les paroles. Vous pouvez continuer, du coup, c'est quoi concrètement le texte de 1000 couronnes, ça veut dire quoi? En fait, le texte de 1000 couronnes, souvent on nous dit mais 1000 couronnes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, ça veut dire quoi en fait? Mais pour nous, c'est l'histoire de quelqu'un en fait qui se balade. Donc c'est l'histoire, c'est quelqu'un qui se balade dans la nuit, dans la ville, et il y a pour nous c'est
les 1000 couronnes, c'est le moment où il y a une lumière qui éclate et c'est recouvrir de lumière tout ce qui peut être sombre. Et c'est aussi la métaphore de l'espoir, de la vie, de mettre de la vie sur ce qui peut être mort, ou vraiment de ce renouveau. Et voilà, c'est ce que ça exprime pour nous. Dernière question, un album de prévu, j'imagine? Tout à fait. Évidemment. Ouais. Vous savez pour quand? Dans les mois. Dans les mois on qui sait pas suivent, encore au printemps. Dans les mois à venir? Dans les mois à venir, voilà. Ça arrive dans les mois à venir. C'est bientôt quand même. C'est bientôt, c'est ça. Vous avez beaucoup de chansons, j'imagine, déjà dedans qui sont prêtes ou qui... On a 13 titres. Et j'en dirai pas plus. Mais... D'accord, bon, très bien, on va s'arrêter là-dessus. Donc, Aum, donc voilà, un album bientôt, d'ici quelques mois. Merci beaucoup, Aum. Merci. Juste avant de passer au live, il y a Bastien Cochet qui vient de me rejoindre. Rebonjour Bastien Cochet. Rebonjour Lucas. Bastien Cochet fait le programme du jour, voilà, tout simplement. Donc allez-y. Eh bien, quand on pense people au salon d'agriculture, on pense surtout aux politiques et au balai incessant des politiques au salon. Mais il y en a d'autres célébrités du petit écran qui viennent au salon, comme Aurélia Jean, que vous connaissez peut-être. Dommage. Apparemment non. Mais moi non plus, je ne la connaissais pas, puisqu'en fait c'était une ancienne candidate de L'Amour est dans le pré. Et en fait elle propose une dégustation de terrine fabriquée à sa ferme pédagogique d'Aspres sur Buèche. Ça sent bon le terroir. Sur le stand des Hautes-Alpes, dans le pavillon 3, ce sera de 14h à 15h, puis de 17h à 18h. Et après la télé, justement, à Home, ce sera autour de la musique de s'inviter au salon. Et oui, vous avez de la concurrence, puisque en fait tous les jours, il y a des fanfares qui arpentent le salon. Ça se passe souvent au pavillon 3, c'est celui des régions. Et aujourd'hui, un instrument que peut-être l'une d'entre vous joue, mais je doute quand même, c'est l'accordéon. Pas du tout. Dommage, loupé encore. Et donc, en fait, ce sera une représentation de musique traditionnelle et moderne de Savoie. Donc, si vous êtes fan des Bronzés, il y aura une reprise d'un certain Étoile des Neiges. Et ce sera au pavillon 1, stand N74 de 16h à 18h30. Merci beaucoup Bastien Cochet pour ce programme de la journée. Et on va juste marquer une petite pause pour mettre en place un peu le plateau et on revient tout de suite. Du studio du siècle vert, toujours en direct, ça y est on m'entend, du studio du siècle vert au salon de l'agriculture pavillon 4. Et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on est toujours avec Aum. Et comme je vous le disais, il y a un live. Et le live, là, ça commence tout de suite, c'est avec 1000 couronnes par Aum. Merci. Les rues colorent quand vient le soir, mille feuilles d'or tombées en pluie. Le ciel est un jeu de miroirs, sombre paradis. Les néons bleus brillent comme un phare, guidant mes pas vers cet infini. Aucun remords, aucun espoir, j'attends le jour qui suit. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit. D'un éclat d'opale s'installe une flamme dans la nuit. 1000 couronnes sauvages comme l'orage force à l'insomnie. 1000 couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. 1000 couronnes. 1000 couronnes. Les rues colorent quand vient le soir, avant l'aurore, avant l'oubli. Le ciel est d'or pur et de noir, sombre paradis. Dans le décor aléatoire des rues dehors, je m'en vais sans bruit, abandonnant tout au hasard. J'attends le jour qui suit. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit. D'un éclat d'opale s'installe une flamme dans la nuit. 1000 couronnes sauvages comme l'orage force à l'insomnie. 1000 couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles. 1000 couronnes. 1000 couronnes. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer de toi en toi. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer de toi en toi. Laissez le reflet émaner, laissez le reflet s'emballer sur tous les toits.
laisser le reflet émaner, émaner, émaner. Le feu des boulevards cavale, soudain m'éblouit d'un éclat d'opale. S'installe une flamme dans la nuit, 1000 couronnes sauvages comme l'orage, force à l'insomnie, 1000 couronnes de feu éclairent le ciel de milliers d'étoiles, 1000 couronnes. Merci. Bravo, bravo. 1000 couronnes de Aom donc. Merci. Bravo. Donc je rappelle que merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci Je rappelle. Je vous remercie. Je rappelle donc que vous serez que vous sortez un album bientôt, dans Et les un mois à concert venir dans toute la apparemment, France. et des concerts donc dans toute la France bientôt. Tout ça c'est pour bientôt. Merci beaucoup, merci encore une fois Merci à d'avoir toi. accepté notre invitation. Nous, on se donne rendez-vous dès demain, donc même heure, 10h, 12h. Demain, nous recevrons Chantal Joanneau, la présidente de la Commission nationale du débat public, ainsi que le sculpteur musicien Richard Orlinski. On se donne rendez-vous demain, 10h. Bonne journée.